proche, d'accord. Et on y arrive. Bonjour. Et merci pour la souplesse qui a permis effectivement de recaler, disons, la séance qui était prévue avec moi en tout début de cycle. Et merci à l'association, l'Université populaire du 14e, pour me donner l'occasion de venir discuter avec vous de cette question des fractures sociales, que je vais aborder dans une perspective un peu différente, puisque je profite du fait justement que j'interviens plus en aval, disons, par rapport à certaines interventions que vous avez eu la possibilité déjà d'entendre. Profiter de cette possibilité-là pour essayer d'avoir une approche peut-être un peu moins empirique, un peu moins statistique, un peu moins chiffrée, on va dire ça comme ça, pour essayer de réfléchir au sens de l'évolution que nous connaissons depuis une bonne vingtaine d'années, disons. Sachant que bien sûr on pourrait extrapoler, remonter plus en amont, on le fera éventuellement au moment de la discussion si c'est quelque chose qui vous intrigue, qui vous importe. Mais je vais essayer de me concentrer en fait pour ce qui me semble le plus caractéristique sur la période la plus récente. Quand je dis interroger le sens, c'est essayer de proposer des hypothèses sur les raisons pour lesquelles, en gros, les fractures sociales, qui ne sont pas nouvelles, j'imagine que c'est un peu la position de Roland Pfefferkorn, pourquoi ces fractures sociales néanmoins se creusent, et se creusent de manière un peu inédite néanmoins sur les dernières années, puisqu'il y a un effet ciseau qui est tout à fait symptomatique. Longtemps, les inégalités, par exemple, de revenus se sont creusées parce qu'on avait une augmentation par le haut. C'est depuis le début des années 90, en gros. On avait une catégorie très limitée d'individus hyper fortunés qui ont vu leur richesse s'accroître démesurément, par des taux pour les 10% les plus rémunérés, de 40% parfois, et de bien plus même quand on tombe sur les pourcentages de déciles, comme on dit quand on est statisticien. Donc, longtemps, les choses se sont aggravées par ce biais-là. Aujourd'hui, on est dans une situation, une configuration un peu différente, puisqu'on a un décrochage confirmé des plus fortunés, mais on a également un tassement tout à fait significatif des populations les plus défavorisées dans la société, et qui concerne désormais les fragments les plus fragilisés des classes moyennes. Pas toutes les classes moyennes, il y a encore des parties de classes moyennes qui sont très protégées, mais on a quand même un décrochement et un tassement vers le bas. Et que ça a une incidence tout à fait importante sur la manière dont les personnes se représentent les inégalités, leur évolution, et la manière dont elles perçoivent les injustices dans notre société, la manière dont elles envisagent aussi les solutions qu'il faudrait éventuellement apporter, en tous les cas les solutions qu'elles se sentent prêtes à soutenir. Et ce travail que je vais vous présenter, en fait, c'est un travail que j'ai mené sur plusieurs années, et qui a débouché sur un livre qui est paru il y a maintenant 2 ans, dont les conclusions me paraissent toujours tenables, et elles semblent même trouver des éléments de confirmation assez nets dans la manière dont les dernières élections se sont passées, et le fait qu'on ait aujourd'hui un président du type de celui que nous avons aujourd'hui, avec un discours individualiste très marqué, très tourné vers la question de la responsabilité personnelle, etc. Essayer de comprendre ce cheminement qui est le nôtre, qui n'est pas simplement le cheminement d'élite, mais qui est vraiment l'évolution. Mon propos est toujours plutôt de cet ordre-là. J'essaie pas simplement de comprendre ce qui se passe dans la tête des hyper favorisés. Ce que j'essaie de comprendre, c'est ce qui peut finalement relever d'une sorte de boîte noire de notre société à nous. Essayer de comprendre pourquoi, collectivement, on est en quelque sorte entraîné par un courant sur lequel on semble avoir peu de prise, ou on pense avoir peu de prise, avec comme conséquence, j'imagine que vous l'avez déjà constaté un certain nombre de fois, un creusement tout à fait net des inégalités dans de nombreux domaines. Domaine de la santé, domaine de l'éducation, domaine des revenus, domaine du patrimoine, domaine de la relation au statut, etc., etc. Donc il y a énormément de choses. Alors quand je disais analyse sur le sens de cette évolution, je voulais insister sur le fait que ce sont des hypothèses. Je pense qu'elles sont bonnes. Je les ai défendues à plusieurs reprises, mais bien sûr, c'est des hypothèses. C'est-à-dire que c'est difficile déjà d'imaginer que la société est une sorte d'inconscient collectif et qu'on pourrait essayer de voir ce qu'il est.
Mais c'est aussi difficile à l'échelle de l'individu. C'est-à-dire, j'en sais rien au fond ce qui se passe dans la tête de Macron, j'en sais rien ce qui se passe dans la tête de la plupart des citoyens. Donc j'essaie de reconstituer à partir de toutes ces lacunes-là, même si on a beaucoup d'études qui portent sur la psychologie de l'individu contemporain, on n'a néanmoins jamais quelque chose de parfaitement convaincant dans la durée. Donc beaucoup de prudence de ma part, en tous les cas, dans la manière dont je vais avancer certaines hypothèses, même si des fois je les affirme de manière un peu péremptoire, c'est essentiellement pour, j'espère, susciter la discussion. Par contre, par rapport à cette autre dimension du travail, c'est-à-dire l'aspect plus empirique, j'y insisterai assez peu aujourd'hui. La discussion permettra éventuellement d'apporter des compléments d'information si vous le souhaitez, mais de manière générale, ce que je vous invite à faire, j'imagine que pour vous c'est déjà le cas, c'est de consulter autant que vous le souhaitez, là il n'y a pas de limite à respecter particulière, le site de l'Observatoire des inégalités, auquel je suis associé depuis sa création, dont je suis encore aujourd'hui le président et le président du conseil scientifique. L'Observatoire des inégalités, si vous ne le connaissez pas, c'est un site indépendant qui est joignable et consultable à l'adresse toute simple inégalité au pluriel.fr. Donc je disais organisme indépendant, dépendant donc aucun parti politique, ne prenant jamais parti pour quelque organisation politique que ce soit, ni organisation syndicale, essayant simplement de répondre à ce qui était son ambition première dès 2002, donc avec le lancement du site en 2003, avec des personnes comme Louis Morin, si vous le connaissez, qui était journaliste à Alternative économique, et puis qui progressivement a concentré son activité sur le site de l'Observatoire. Il est directeur de la publication, et aujourd'hui même le directeur plus généralement. Donc un site qui propose de manière indépendante répondre à cette première ambition, fournir avec toute l'énergie dont on est capable, parce que c'est quand même une association et c'est pour une bonne part du travail bénévole, fournir des données aussi objectives, aussi simplifiées, aussi caractéristiques que ce soit, qu'il est possible, de la situation, de son évolution dans tous les domaines de la vie sociale, en France, en Europe, dans le monde. L'ambition est un peu démesurée. On est plutôt pas mal sur la France, à tel point qu'aujourd'hui on est le premier site finalement de référence sur la question des inégalités en langue française. Au niveau de l'Europe, on a sans doute des lacunes importantes à combler, et puis au niveau du monde, bien évidemment, on a des grandes données, mais c'est jamais complètement complet. Donc, c'est une association de bénévoles avec trois équivalents temps plein aujourd'hui, des difficultés financières comme la plupart des associations, et qui ne tient au fond qu'avec les aides que des personnes nous ont apportées d'emblée. C'est-à-dire dès 2003, quand on a commencé à lancer le site, la première page était très pauvre, il y avait 4 tableaux, 5 articles, pas davantage. On a tout de suite reçu de l'aide, des gens qui nous envoyaient des chèques, tout simplement pour essayer de construire un site digne de ce nom, et pour pouvoir organiser, structurer notre activité et surtout maintenir notre indépendance. De toute façon, si on avait été obligé de solliciter des fonds de partis politiques, on aurait mis la clé sous la porte, tout simplement, parce que ça ne paraît pas compatible avec l'objectif qui était le nôtre. Voilà, donc l'idée c'était de fournir des données aussi fiables que possible pour éviter que dans l'espace public, quand on se dispute sur des orientations, sur des politiques, quand on a des désaccords forts sur la manière dont il faudrait engager des réformes en France, les gens puissent néanmoins se référer aux mêmes données. D'accord, par exemple, sur la question de la pauvreté, qu'on ne dise pas tout et son contraire, et qu'on ne dise pas n'importe quoi, surtout quand on disait, par exemple, à une époque, il y avait 11 millions, 12 millions de personnes pauvres en France, c'était juste une exagération qui était préjudiciable à la qualité du débat public et surtout qui faisait que la notion de pauvreté perdait tout son sens par rapport à des situations qu'elle est censée caractériser. À l'intérieur des catégories de la pauvreté, il y a différents types de pauvres. Et quand on parle de manière très large de la notion de pauvreté, les gens disent si c'est ça, être pauvre, bon, c'est pas si grave que ça. Donc il y a un effet démobilisateur à vouloir étendre démesurément, excessivement les frontières de la pauvreté. Donc aussi, pareil, sur la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'être riche dans notre société, l'Observatoire des inégalités a pris des options très tranchées à un moment en disant personne ne se sent jamais riche, sauf les hyper riches, mais en gros, les personnes qui gagnent 3 000 € par mois seules ont le sentiment de ne pas être riches, et de fait, dans leur vie quotidienne, parfois elles ont le sentiment que c'est un peu dur
pour différentes raisons, notamment si elles viennent dans des grandes villes où l'immobilier est extrêmement coûteux. Mais il n'en demeure pas moins que statistiquement, être à 3 000 euros, c'est faire partie des plus riches. On a du mal à l'admettre parce que culturellement, on ne se sent pas appartir à cette engeance, mais en gros, on fait quand même partie des 10, des 15% de Français les mieux rémunérés. Donc il y a quelque chose ici qui nous paraissait important. Si on veut définir la pauvreté en termes statistiques, quantitatifs, c'est-à-dire qu'on prend 60% du revenu médian, on a une certaine quantité de personnes qui tombent sous la catégorie de pauvreté. Pourquoi on ne fait pas pareil pour les riches? Si on gagne, je ne sais pas moi, 30% au-delà du revenu médian ou 20% au-delà du revenu médian, ben, bam, on a une catégorie, ça s'appellera les riches. Donc il y a eu des réticences fortes face à cette notion. Les gens acceptent assez simplement qu'on exagère ou qu'on augmente ou qu'on caractérise le nombre de pauvres. Ça ne les dérange pas parce qu'ils ne se sentent pas faire partie d'une certaine façon. Par contre, quand il s'agit d'assumer le fait qu'on fait partie de la catégorie qu'on appelle les riches, là, il y a un peu plus de résistance. Donc on a pris des positions de ce type-là simplement pour clarifier le débat, pour être sûr qu'on se disputait à propos du réel et pas à propos de fantasmes. Pareil sur la question des inégalités hommes-femmes, très tôt on a milité, pas politiquement, même si c'est très politique comme action que de produire de l'information pour éclairer le débat public, et ce qu'on fait aujourd'hui dans un sens, c'est très politique au sens le plus noble du terme, pour lequel j'ai la faiblesse de le penser. L'idée c'était de dire arrêtons de comparer les situations des hommes et des femmes comme si tout le monde était à temps plein. Ce qui était quand même pendant très longtemps le cas de figure privilégié. On comparait, pour bien mesurer l'état des inégalités hommes-femmes sur la question salariale, par exemple, on comparait les situations équivalentes. On disait, ben voilà, on va calculer ce que gagne en moyenne un homme à telle fonction en équivalent temps plein, on va aussi faire la même chose pour une femme, puis on va voir de quel ordre est la différence. Et puis on tombait sur des chiffres qui étaient de l'ordre de 19%, en gros d'écart, avec une évolution plutôt positive. On voyait les écarts se résorber dans très lentement et sur un temps et sur une période très longue. Nous on a dit, ben, écoutez, essayons d'être un peu lucides et réfléchissons à partir des situations réelles. C'est-à-dire combien gagnent les femmes réellement, combien gagnent les hommes réellement. Qu'est-ce que ça supposait faire? D'intégrer le fait que la plupart du temps de travail féminin n'est pas un temps de travail plein. Ce n'est pas les équivalents temps plein qu'il faut. Donc on a voulu dire qu'il fallait arrêter de comparer et faire comme si les femmes travaillaient tous à plein temps, comparons ce que les femmes gagnent réellement, comparons la moyenne de ce que les hommes gagnent, comparons et voyons ce que ça donne en termes de comparaison à ce moment-là et d'écart. Et là on a constaté qu'il y avait 36%. Alors le calcul, on l'avait fait de manière très artisanale, parce qu'on n'est pas des statisticiens, on avait simplement cette intuition, cette hypothèse, on a fait sur un bout de table ces calculs-là, et puis on a publié un article sur le site de l'Observatoire des inégalités, un article qui a beaucoup fait parler de lui, tout simplement parce qu'on allait un peu à contre-courant de ce qui était dit sur la réduction des inégalités hommes-femmes s'agissant de la question salariale. Ce qui est intéressant, c'est que derrière l'INSEE, quelques années plus tard, a pris en charge cette hypothèse avec les moyens qui sont celles de cet institut. Ils ont refait leurs calculs et de fait, ils ont à peu près confirmé l'étendue de la différence. Simplement en tenant le compte du fait que les femmes travaillent à plein temps. Alors bien sûr, on peut dire que le temps partiel n'est pas toujours un temps partiel subi, mais 80% du temps partiel est un temps de travail féminin. Et sur ces 80%, il y en a 25-30% qui correspondent à un temps de travail subi. C'est-à-dire que c'est les femmes qui souhaiteraient travailler davantage, mais on ne leur propose que des temps partiels. Donc vous voyez, c'est le type de données qu'éventuellement vous pouvez aller consulter directement. J'avais dit que je n'en parlerai pas, mais vous pouvez le consulter directement sur le site de l'Observatoire des inégalités. C'est classé par thématique, vous pouvez faire des recherches assez libres, il y a des petits outils qui vous permettent de situer votre niveau de revenu dans l'échelle des revenus français. Donc c'est assez éclairant, un peu déroutant parfois. En tous les cas, vous y trouverez, je pense, une mine d'informations tout à fait importantes pour la qualité du débat public. Mais moi, ce que je voulais vous proposer aujourd'hui, c'est plutôt de réfléchir à ce que je vous indiquais, c'est-à-dire comment donner sens à l'évolution de la situation et surtout comment rendre compte d'un paradoxe qui est quand même très constitué, très ancien et à l'égard duquel on semble comme tétanisé, c'est-à-dire incapable d'en faire quoi que ce soit de vraiment positif. Donc je vais expliquer de quoi je parle plus précisément. Ce qu'on sait aujourd'hui de la question des inégalités, des perceptions qu'on en a, du discours qu'on tient
à propos de ces inégalités, c'est qu'elles sont de plus en plus abordées. Quand on a créé l'Observatoire des inégalités, il y avait la volonté de rectifier un angle d'approche de cette question des inégalités, mais il y avait aussi l'idée de mettre sur la table des discussions sociales et publiques cette question des inégalités. Parce qu'en 2000, je ne sais pas si vous le rappelez rétrospectivement, en fait, dans les années 90, on parlait plutôt de l'exclusion. On parlait plutôt de l'extrême pauvreté. On continue d'ailleurs, et c'est très bien. Mais la question des inégalités apparaissait comme étant finalement assez secondaire, comme si, quand on est dans les classes moyennes, finalement on a une situation relativement privilégiée, et donc la situation et les évolutions de la situation sont beaucoup moins importantes, beaucoup moins urgentes socialement que la situation des personnes qui sont dans des grandes situations d'indigence, par exemple, ou de grandes difficultés, qui sont dans un rapport d'exclusion à la société, qui rend les choses tout à fait insupportables. Nous, on a voulu dire, négligeons pas cette question des inégalités, parce que finalement, la question du traitement de la pauvreté, elle est très directement reliée à la manière dont les individus se sentent globalement dans la société. C'est-à-dire si eux-mêmes ont le sentiment de vivre des injustices, de subir des injustices, ça a un impact sur la manière dont ils envisagent ensuite la pauvreté, ça a un impact dans la manière dont ils envisagent l'exclusion. Donc je disais, ce qu'on disait avec l'équipe de l'Observatoire des inégalités, c'est essayons de reprendre les choses beaucoup plus radicalement, c'est-à-dire regardons l'état des inégalités à l'échelle de la société. Tout simplement parce qu'au niveau de la perception que les gens ont de l'injustice, ça a une incidence forte, ce qui, par conséquent, a aussi une incidence sur le type de comportement qu'ils adoptent, sur le type de soutien politique qu'ils vont apporter à tel ou tel dispositif, telle ou telle politique, le type d'implication qui sera là dans le débat public. Or, de ce point de vue-là, ce qu'on constatait, et ça c'est le fruit du travail que j'ai mené, qui a donné lieu à celui dont je vous parlais tout à l'heure, c'est que nous sommes vraiment, de manière écrasante, très préoccupés par la question des inégalités en France. C'est vrai aussi dans d'autres pays, hein, même l'Angleterre, même les États-Unis, c'est-à-dire des pays plutôt réputés libéraux dans la manière d'aborder cette question des inégalités. Par là, j'entends hyper individualiste en fait, sachant que c'est sans doute pas complètement juste par rapport au libéralisme, qui est une doctrine beaucoup plus complexe, mais en tous les cas, dans ces pays-là aussi, on constate que, tout comme en France, mais dans une moindre mesure, il y a un fort rejet des inégalités. Il y a une inquiétude sociale sourde, puissante, parfois qui fait irruption dans l'espace public avec une certaine tension. Les Français sont majoritairement critiques à l'égard des inégalités qu'ils jugent excessives. Près de 8 Français sur 10 trouvent que la situation en France aujourd'hui est injuste, et qu'elle est injuste pour des raisons qui tiennent précisément à l'évolution des inégalités. Et quand on leur pose la question, comment vous envisagez l'avenir, comment vous voyez les choses dans un avenir immédiat ou à 5 ans, les Français sont là aussi très pessimistes. Ils pensent que globalement, la situation n'est pas bonne et elle risque d'empirer encore. Donc on est très lucide peut-être sur ce qui est en train de se produire dans notre société, et on est très fortement indigné par l'évolution de la situation. J'imagine que si l'UP a décidé de faire un cycle sur les fractures sociales, c'est parce que c'est une préoccupation forte et que c'est un objet de débat tout à fait important et vif. Et c'est quelque chose qui est palpable sur l'ensemble du territoire français. C'est-à-dire que moi je le sens bien, le nombre d'invitations qu'on peut recevoir au niveau de l'Observatoire des inégalités pour apporter des éclairages, pour discuter, pour décrypter des tendances, etc., est tout à fait significatif, il est tout à fait croissant. Parfois, on rencontre des personnes, et peut-être est-ce le cas encore aujourd'hui, qui sont d'emblée convaincus que les inégalités sont un problème. Donc il y a une mobilisation sociale extrêmement forte qui consiste précisément à dénoncer l'évolution de la société française. En 2013, par exemple, nous étions 87 à penser qu'elles avaient plutôt augmenté au cours des 5 dernières années. Et nous sommes désormais 83% à penser qu'elles vont encore augmenter dans les années à venir, alors que nous étions 65% à le penser dans les années 2000. D'accord, 87% par opposition à la même époque, 69% en 2000. À penser que la situation était déjà dramatique, et nous sommes plus nombreux, 20% de plus, à penser qu'elles vont encore s'aggraver par rapport au début des années 2000. Donc très clairement, il y a un pessimisme qu'il faut peut-être aussi tout simplement une forme de lucidité sur la façon dont les choses vont évoluer.
On sait, de ce point de vue-là, que ce sentiment, parce qu'on peut parfois dire que c'est juste une perception subjective qui est liée à l'inquiétude, mais on sait que c'est pas vrai. On sait que, de fait, il y a une augmentation réelle des inégalités. Ça a été assez bien documenté, j'y reviens pas. On sait que c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur la question des inégalités de revenus, par exemple. On a un effet ciseau tout à fait palpable, hein, c'est-à-dire les très forts dans l'échelle des revenus et des patrimoines décollent vers le haut, tandis qu'il y a un tassement et une dégradation même, un ralentissement pour ceux des classes moyennes qui sont les plus fragiles, et un tassement très net, c'est-à-dire une perte de pouvoir d'achat très nette, une diminution du niveau de vie très nette pour les 20-30% de la population les plus défavorisées. Donc il y a un effet ciseau tout à fait. Et donc il y a là quelque chose qui est de l'ordre du paradoxe, parce que cette évolution, ça fait longtemps qu'elle est engagée. Donc comment comprendre dans une société comme la nôtre, qui a priori est une société démocratique, c'est-à-dire qu'on aurait la possibilité, on dispose de moyens institutionnels, politiques, peut-être à inventer pour certains d'entre eux, mais en tous les cas, potentiellement, rien ne nous empêcherait d'agir conformément à la perception que nous avons de la situation. On pense qu'il y a des inégalités qui sont inacceptables, on pense qu'elles vont augmenter si on continue d'avancer dans cette direction-là, et le constat qu'on peut faire, c'est qu'on ne fait rien, puisque les inégalités ne cessent d'augmenter depuis les années 1990 environ. D'accord ? Donc ce que j'ai voulu interroger, autrement dit, pour le dire un petit peu moins brutalement peut-être, c'est la disjonction très très forte qui est observable entre le fait que nous sommes de plus en plus nombreux à estimer que la société est trop injuste et qu'il faudrait vraiment agir sur les inégalités de manière significative, considérable, et le fait que, en dépit de cette mobilisation intellectuelle et morale extrêmement puissante sur un temps extrêmement long, eh bien, ce ne se traduise pas par une diminution des inégalités, mais au contraire, par une augmentation des inégalités. Et j'ai voulu faire l'hypothèse un peu folle que l'un était peut-être lié à l'autre. D'accord ? Parce que c'est pas parce qu'on constate deux phénomènes qu'il y a un rapport de causalité entre les deux. Ce que j'ai voulu voir, je me suis dit, c'est quand même assez curieux que personne ne se pose la question. Faisons l'hypothèse qu'il y a un lien entre les sentiments qui nous animent aujourd'hui et puis l'évolution de la situation sociale. Donc c'est un peu différent de l'option qui consisterait à dire il y a une caste d'individus hyper privilégiés qui s'appuie sur l'évolution quasi oligarchique de notre démocratie et qui, détenant tous les leviers du pouvoir économique et politique, oriente toute la société dans cette direction. Je ne dis pas que ce n'est pas vrai. Je dis que c'est peut-être pas suffisant. C'est-à-dire que la question qu'on peut aussi se poser, c'est la question de savoir, je vais y revenir, pourquoi, en un sens, si cette évolution-là et ce ressort-là est avéré, pourquoi on laisse faire ? D'accord ? Et on peut se poser la question par rapport à Emmanuel Macron. On peut lui reprocher peut-être beaucoup de choses, mais on ne peut pas lui reprocher d'avoir joué franc jeu sur ce qu'il annonçait. Après, il y avait un contexte politique qui faisait qu'on n'était peut-être pas tout à fait libre de choisir le type de candidat qu'on voulait, et c'était vrai peut-être au deuxième tour, ça allait beaucoup moins très en amont, à un moment où les choses n'étaient pas encore complètement figées, c'est-à-dire bien avant le premier tour, un moment où les organisations politiques façonnent en quelque sorte les options qu'ils vont nous proposer. Donc il y a un paradoxe assez frappant, assez gênant, que j'ai voulu tout simplement explorer. Comment expliquer cette contradiction entre nos déclarations, nos désirs, nos souhaits, nos aspirations, et en quelque sorte ce piteux résultat auquel nous sommes de mois en mois reconduits avec une sorte de régularité quasi horlogère. Alors à cette question-là, c'est-à-dire comment expliquer cette contradiction, on a plusieurs hypothèses qui sont assez récurrentes, qui correspondent à mon sens, à des réponses un peu toutes faites, qui nous viennent tout de suite à l'esprit. Alors, c'est pas parce qu'elles nous viennent tout de suite à l'esprit qu'elles sont toutes faites qu'elles sont de mauvaises réponses. Elles peuvent être tout à fait bonnes, hein, on peut spontanément être dans le vrai, mais c'est celles qui nous viennent en premier. Et la première consiste à dire qu'on n'en sait pas assez. Au fond, ce serait ça le problème. C'est qu'on est gêné par l'évolution de la situation, mais il y a plein de choses qu'on ne sait pas, et donc, pour qu'il y ait une meilleure adéquation entre la façon dont collectivement nous agissons et l'évolution de la situation sociale, pour pouvoir
avoir cette meilleure adéquation, il faut un surcroît d'informations. Il faut faire plus de réunions comme celle-ci, il faut développer l'activité de l'Observatoire des inégalités, il faut que les journaux se saisissent davantage de cette question-là, un peu lucidement, avec des données un peu objectives, tranquilles. Il faut qu'on puisse aller plus loin dans la compréhension des mécanismes économiques, sociaux, psychologiques qui font que les inégalités progressent. Moi, je suis assez d'accord sur la nécessité, bon, c'est peut-être mon côté enseignant, hein, je ne veux pas dire que de savoir plus de quelque chose puisse constituer un problème, mais en tous les cas, j'ai plutôt le sentiment que c'est sans doute vrai, il y a énormément de choses qu'on ignore encore. Il faut creuser, par exemple, la manière dont on joue les différentes formes de discrimination que peuvent subir un individu. Par exemple, un individu qui est non seulement une femme, non seulement une personne handicapée, et en outre une personne issue de l'immigration. Essayer de comprendre comment ces différentes formes de discrimination jouent entre elles, et puis comment ces formes de discrimination multiples que peuvent connaître les individus s'articulent à des déterminants sociaux aussi, voir la part que peut prendre dans la trajectoire d'un individu, le fait qu'il subisse une forme de racisme, par exemple, et puis le fait que ses parents étaient des parents peu formés, avec une éducation formellement peu reconnue, et puis surtout un statut social d'employé ou d'ouvrier. Donc, quelle est la part du déterminant social, quelle est la part du racisme dans le fait que cette personne va stagner socialement, va être gênée dans les projets qui sont les soins. Donc là-dessus, il y a encore des progrès à faire, c'est évident. Mais je suis quand même tenté de dire qu'on en sait au moins suffisamment pour faire quelque chose qui oriente l'évolution de la société dans une autre direction. On en sait beaucoup sur les écarts, sur la situation des personnes handicapées, on en sait beaucoup sur la question de l'école, sur la façon dont l'école valide certaines trajectoires sociales auxquelles finalement l'école n'apporte rien, si ce n'est qu'elle estampille et légitime en quelque sorte le diplôme que cette personne va obtenir, mais qu'elle avait déjà acquis tout simplement parce qu'elle était soutenue par un contexte familial et culturel très porteur. Donc, comment faire pour essayer de régler ce problème? Je pense qu'on en sait suffisamment. On ne sait pas tout, mais on en sait suffisamment pour au moins inverser la tendance. Peut-être pas tout régler tous les problèmes, mais inverser la tendance. Aujourd'hui, la tendance ne va pas dans le sens de ce que nous savons, elle ne va pas dans le sens de ce à quoi nous aspirons. Et c'est ça qui est préoccupant. Donc, je laisse de côté l'hypothèse selon laquelle nous n'en savons pas assez. On en sait suffisamment. De la même manière, par exemple, pour régler les problèmes de l'extrême misère dans les pays africains ou dans d'autres pays, on en sait suffisamment. On sait qu'avec très peu d'argent, on pourrait remarquablement bien aider ces pays-là. On ne le fait pas, alors qu'on le sait. Donc on en sait assez pour faire quelque chose. Deuxième hypothèse qui nous vient, je crois, assez rapidement à l'esprit, on est hypocrite, parce qu'on est assez dur avec nous-mêmes. En fait, on est collectivement hypocrite, ou individuellement même hypocrite. C'est-à-dire qu'on déclare un certain nombre de choses, on a des aspirations qu'on assume, mais au fond, on n'y croit pas vraiment. Et c'est plutôt une sorte de masque social qu'on se donne pour se donner peut-être bonne conscience, mais surtout bonne façade vis-à-vis des autres. On déclare vouloir moins d'égalité, d'inégalité, mais en même temps, en fait, nous ne le désirons pas vraiment. Et donc notre manière d'agir est sans lien avec ce que l'on dit, d'une certaine façon, et ce que l'on croit. Alors, cette hypothèse, je ne la retiens pas non plus, l'hypothèse de l'hypocrisie sociale, même si de fait, il peut y avoir encore des domaines où l'hypocrisie est tout à fait valable comme hypothèse. Par exemple, notamment dans les rapports hommes-femmes. Il y a des hommes qui peuvent avoir tendance à dire, par exemple, que la situation n'est pas si dramatique que ça, ou ouais, il faudrait faire mieux, mais enfin, ils rentrent chez eux et ils n'aident absolument pas leurs femmes à prendre en charge le travail domestique, les tâches parentales et autres. Alors qu'on sait que c'est le vecteur le plus déterminant dans la manière dont les inégalités se creusent pour les femmes dans leur rapport à l'emploi, dans leur rapport aux professions salariales, dans leur rapport aux promotions notamment. Le fait d'avoir des enfants à un certain moment de leur trajectoire professionnelle, c'est-à-dire au moment où tout le monde finalement entre dans des trajectoires ascendantes ou pas ascendantes, ça bloque la carrière de manière évidente. Quand elles reprennent un travail, le train est passé. D'une certaine façon, il y a déjà d'autres générations qui arrivent et qui en passeront devant. Donc il y a très clairement quelque chose ici qui est on est au courant. On peut le dénoncer en tant qu'homme, par exemple, et puis finalement ne pas changer soi-même la part de travail qu'on pourrait prendre en charge à notre niveau, dans notre vie familiale et dans notre entourage, pour faire en sorte que les choses soient un peu différentes. Donc je pense qu'il y a encore, de manière tout à fait importante, des formes d'hypocrisie de ce type. Mais quand même, par rapport à la question des inégalités plus générales,
Je pense que nous ne sommes pas hypocrites. C'est peut-être pire que ça du coup. Nous ne sommes pas hypocrites parce que si nous voulions vraiment, finalement, justifier les inégalités, nous le ferions. Nous savons faire. D'accord? Et on l'a fait pendant très longtemps. Dans les années 70, dans les années 80, il y avait énormément de manières qui nous étaient proposées de justifier les inégalités. L'une des plus évidentes, des plus connues, c'est celle du ruissellement, par exemple. C'est celle qui consiste à dire, mais bon d'accord, les inégalités, c'est très gênant dans la société, d'un point de vue individuel et moral, mais enfin, regardez les choses d'un peu plus loin, voyez la situation globale. En fait, quand il y a des très riches, c'est bon pour l'économie. C'est bon pour l'économie parce que c'est du dynamisme, c'est de l'énergie. Il faut un pays comme la France, il faut des entrepreneurs. Et tous ces entrepreneurs merveilleux qui produisent de la richesse, eh bien, toute la société va en bénéficier grâce à un effet magique de ruissellement. C'est pas complètement faux de point de vue économique. Dans certaines configurations, quand une société produit plus de richesse, ça a été par exemple le cas au sortir de la Seconde Guerre mondiale, il peut y avoir une élévation assez partagée du niveau de vie. Mais il y a aussi des configurations où ce n'est pas le cas, où on voit les élites s'enrichir démesurément et ne pas réinvestir dans des forces productives ou dans des outils d'investissement. Et on sait par exemple que depuis les années 90, l'augmentation terrible des inégalités de revenus, de capital et de patrimoine qu'on a pu observer ne s'en sont pas traduits du tout par une amélioration de la situation des plus défavorisés. Et nous savons même que la situation des plus défavorisés s'est dégradée à cause d'une crise qui a enrichi ce qui l'avait provoqué. Ça, c'est objectivement établi. Il n'y a pas de doute sur ce point. D'accord? Donc, la théorie du ruissellement, elle a existé, et si on avait très envie de justifier les inégalités, on y retournerait. D'ailleurs, je crois entendre certains aujourd'hui prétendre qu'il suffit justement de libérer ces énergies-là pour que ça produise des choses bénéfiques à l'ensemble de la société. Il y en a d'autres modes de justification. La plus classique, c'est celle du mérite individuel. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup travaillé, il travaille plus, donc c'est normal qu'il gagne plus, s'il a plus de talent, c'est normal qu'il gagne plus, etc., etc. Donc on sait justifier les inégalités, on sait le faire, et il y a des gens très ingénieux pour vous proposer des arguments tout à fait bien forgés, ficelés en apparence. Et donc si on voulait justifier les inégalités, on s'orienterait dans cette direction-là, tout simplement. Or, c'est pas ce que nous faisons. On n'arrête pas de les dénoncer, les inégalités. On n'arrête pas de dire, même et j'insiste sur ce point, les études sur lesquelles je m'appuie, qui sont vraiment faites à partir de différentes méthodologies, qui sont issues de différents organismes, donc il y a vraiment une convergence, et on peut dire que c'est des résultats, comme on dit en langage un peu technique, robustes. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un noyau commun de résultats là qui convergent, qui nous permet de considérer que c'est des données fiables, autrement dit. Ce qu'on constate, c'est que cette dénonciation des inégalités, elle n'est pas simplement le fait des populations les plus défavorisées. C'est-à-dire qu'elle est aussi le fait des classes moyennes, aussi le fait de classes relativement favorisées, voire très favorisées. Donc il y a une sorte de convergence transclasse, si vous voulez, autour de la dénonciation des inégalités. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire qu'on n'a pas une attitude très différente suivant qu'on gagne 700 ou 600 euros par mois et suivant qu'on gagne 2500, 2800 euros. D'accord? Il y a une vraie convergence dans tous les cas. Toutes ces études-là tendent à le montrer. Il peut y avoir des petites différences, mais pas si significatives de cela, et surtout pas significatives au point d'expliquer une quelconque impuissance sociale ou une quelconque volonté de ne pas changer la société. Il y a des personnes très favorisées aujourd'hui dans la société qui trouvent que la situation est inacceptable. La question, c'est vraiment, mais pourquoi ils ne font rien? Pourquoi ils n'en font pas suffisamment? Donc, je ne retiens pas cette hypothèse de l'hypocrisie sociale. Une troisième hypothèse qui nous vient assez rapidement à l'esprit aussi, c'est celle qui consiste à dire qu'il faut faire la part des choses, c'est assez philosophique comme approche, entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous, en gros. Donc, en gros, on se sent assez impuissant. Il y a quelque chose qu'on peut faire, et puis il y a quelque chose qu'on ne peut pas faire, et prendre le problème, le voir, c'est une chose, savoir comment le résoudre, c'en est une autre, et on a le sentiment qu'on est intégré à des niveaux d'échelle désormais sur lesquels on n'a pas de prise politique, on n'a pas de prise intellectuelle quasiment, et donc finalement on n'en fait rien. C'est une hypothèse assez intéressante, je pense, tout simplement parce qu'elle correspond aussi au fait
on peut être assez modeste tout simplement par rapport à nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on se sent un peu écrasé par l'immensité des enjeux, par la difficulté de la tâche, et puis surtout, on est un petit peu encouragé dans cette voie-là par le fait que les différents gouvernements qui se sont succédés aux affaires, d'une certaine façon, ont plutôt tendance à nous conforter dans l'idée que ça va être très difficile, puisque précisément, ils n'arrivent à rien. Donc on se dit, bon, il y a sans doute un vrai problème, d'une certaine façon. Donc on est encouragé finalement dans cette impression que c'est pas possible. Vous comprenez, moi je voudrais bien, mais il y a l'Europe. Bien sûr, vous avez raison, mais il y a le monde. Bien sûr, il y a les concurrents. Bien sûr, il y a les paradis fiscaux. Bien sûr, si vous faites ça, mais tous les riches vont fuir si vous les taxez trop fort, etc., etc. Donc c'est très compliqué. C'est très, très compliqué. Occupez-vous de votre famille. Donc il y a cette idée que finalement c'est compliqué pour nous. Moi j'y crois dans une certaine mesure, et pas seulement parce que moi-même je me sens un peu impuissant parfois, aussi généreux qu'on peut être dans le temps qu'on va passer à réfléchir à ces questions, à s'impliquer par exemple dans l'animation d'une université populaire comme la vôtre, le fait de se déplacer un samedi matin, alors qu'il fait super beau quand même, aussi, pour venir discuter de ces questions qui ne sont pas folichonnes, qui ne sont pas totalement réjouissantes. Donc on peut se sentir quand même un petit peu gêné. Mais au fond, je crois que là, il faut faire un constat empirique et se dire, bon d'accord, c'est vrai que c'est compliqué, mais c'est pas parce que c'est compliqué que c'est impossible. Et on dispose d'outils, donc c'est plus normatif. C'est de dire, bon ben d'accord, et en un sens, le propos de mon bouquin, c'était un peu ça, c'est de dire, bon ben d'accord, on sait que c'est compliqué, que c'est difficile, mais regardons aussi les choses du bon côté. On est dans une démocratie très relative, mais suffisante, par exemple, pour pouvoir dire qu'on n'est pas d'accord. On est dans une démocratie insuffisante, mais en tous les cas, qui nous offre la possibilité de manifester, qui nous offre la possibilité de faire des blocages, qui nous offre la possibilité de nous insurger même, de désobéir. Enfin, il y a énormément d'outils institutionnels, politiques, qui sont mis à notre disposition pour éventuellement nous opposer. L'élection en est une, mais il y a d'autres moyens éventuellement de le faire, donc c'est tout à fait possible de l'envisager. Alors je sais bien que c'est un argument un peu plus faible et un peu plus tourné vers l'avenir, et qui consiste à dire que la puissance, c'est nous qui allons décider du poids qu'elle aura pour nous. On nous a rendus citoyens d'une certaine manière, donc voyons ce qu'on peut faire de cette possibilité-là. Donc hypothèse intéressante, mais pas rédhibitoire. Quatrième hypothèse, c'est l'hypothèse de la manipulation dont je vous ai déjà dit quelques mots, et qui consiste à dire qu'en fait, nous sommes suffisamment conscients de l'évolution des politiques publiques, on voit qu'elles favorisent les intérêts des plus favorisés, mais en même temps, on nous présente les choses d'une manière telle qu'on n'arrive pas finalement à inverser la tendance. Tout simplement parce qu'on ne nous donne pas les bonnes informations, parce qu'on nous dresse les uns contre les autres, parce que, etc. Donc il y aurait une population réduite, une oligarchie, qui serait en capacité de nous manipuler. Oh. Ces téléphones sont absolument terrifiants. Je pense qu'il faudra s'en rappeler quand même. C'est peut-être une forme de manipulation, le petit un truc, il y a ma copine. Je ne suis pas d'accord. Sur Wikipédia, on pourrait dire les choses un peu autrement. Alors, donc je vous rassure, je ne suis pas en train de lire une fiche Wikipédia. Donc on était en train de discuter de l'hypothèse de la manipulation. Très honnêtement, je n'y crois pas à la manipulation. Tout simplement parce que je sais qu'il y a une sociologie critique qui se développe sur cette base-là, et elle est tout à fait intéressante. Elle consiste à dire que finalement, parfois on subit des formes de domination dont on n'est pas conscient. Et on n'arrive pas à s'y opposer précisément parce qu'on n'arrive pas à l'objectiver. Je pense que ça peut être vrai, ça peut rester vrai dans certains domaines, notamment la question de la discrimination. Je pense que ça joue. Il y a des personnes qui sont susceptibles d'exercer des formes de discrimination négatives sans le vouloir. Ils ont des attitudes, au fond, qui ont pour effet de produire des discriminations. C'est vrai, par exemple, dans le contexte scolaire, sur les questions d'orientation, il y a des personnes qui sont extrêmement progressistes, très bien disposées, mais qui néanmoins vont adopter des attitudes qui auront pour effet, par exemple, d'introduire des éléments de partage entre les hommes et entre les garçons et les filles, par exemple, dans l'orientation. Donc on sait que ça peut jouer. Mais néanmoins, globalement, je crois que ce n'est pas suffisant pour expliquer l'étendue du problème.
D'accord, c'est un peu différent, hein, c'est un peu différent. Je suis un peu loin. Ça vous va quand même? Alors, j'ai la voix un peu cassée, donc je pense que j'arriverai pas sans. Non, d'accord, on t'entend. Alors, c'était mieux avant. C'était mieux avant. Ça, c'est un élément d'hypothèse de la manipulation. Donc, je pense que c'est pas vrai. Et de fait, quand on rencontre les individus, d'abord, on se rend compte qu'ils sont très savants, en général, sur leur situation, sur l'évolution du chômage, sur ce qui fait qu'on tombe au chômage, etc. Donc, il y a un degré de connaissance sociale qui est très, très important. Et l'idée selon laquelle on aurait besoin de chercheurs, par exemple, pour nous expliquer ce qu'est le chômage, ce que c'est d'être enfoncé dans une situation dont on n'arrive pas à s'extirper, c'est peut-être pas complètement faux. Je ne veux pas dire que les chercheurs sont inutiles, dans le genre je me tirais une balle dans le pied, mais néanmoins, très clairement, il y a des personnes qui sont nombreuses et qui sont au contact de la vie, qui sont engagées dans les relations d'emploi et qui en savent très long. Si vous posez la question à une infirmière de savoir comment fonctionne son hôpital, elle le sait. Si elle a quelque chose à dire sur l'évolution du système de santé, elle peut vous dire des choses fines et importantes, à tel point d'ailleurs que certains pensent qu'elle en sait davantage que les personnes qui ont pour vocation de gérer les destinées de l'hôpital, par exemple en France. Donc il y a une connaissance sociale qui est absolument étonnante. L'Observatoire organise des formations, par exemple, avec des personnes qui sont en situation soit parce qu'elles sont travailleurs sociales, soit parce qu'elles sont dans la gestion de politique de la ville et autres. Et donc, à l'occasion de ces sessions, on rencontre ces personnes-là, on discute, et on est supposé les former, mais on se rend compte qu'en fait, ce qui fait l'intérêt de ces formations, bien souvent, c'est la qualité des échanges qui tient tout simplement au fait que ces personnes sont hyper formées, très compétentes dans la plupart des cas. Je ne dis pas que ces personnes ne sont pas plus formées que d'autres personnes qui ne travaillent pas dans le secteur qui est le leur, mais en même temps, j'ai pu constater à de très nombreuses reprises que les gens en savent beaucoup sur la situation sociale. Et je crois que de ce point de vue-là, c'était pas mieux avant. Vraiment, très clairement, on en sait de plus en plus sur la manière dont les choses évoluent dans la situation française. Par exemple, sur les questions aussi techniques, tout à l'heure je parlais des perceptions des inégalités. On pourrait dire que les gens ont le sentiment que les inégalités augmentent, mais au fond, ils n'en savent pas long sur cette question-là. En fait, c'est pas vrai. C'est-à-dire que sur les questions des inégalités de revenus, par exemple, il y a eu des études qui ont été faites pour essayer de voir ce que savaient les gens sur les revenus d'un médecin, sur les revenus d'un chef d'entreprise, sur les revenus d'un employé, sur les revenus d'un cadre, dans le secteur bancaire, etc. Et ces études montrent que les Français en savent beaucoup. Ils se trompent quasiment jamais. Et quand ils se trompent, vraiment, ils ne se trompent pas beaucoup. Même pour des métiers assez difficiles à identifier, comme médecin, c'est pas facile. D'accord, toutes les professions libérales, les commerçants, c'est pas facile, parce qu'il y a différents types de commerçants, etc. Donc, malgré cette difficulté réelle, les Français en savent vraiment beaucoup sur les revenus. Ils arrivent à les situer dans des échelles et dans des fourchettes tout à fait convaincantes. La seule erreur qu'ils le font, c'est sur les très très hauts revenus. Pourtant, il y a eu beaucoup d'informations sur les très hauts revenus, le scandale des hautes rémunérations, etc. Mais en dépit de cette information qui a quand même beaucoup progressé là-dessus, ce qu'on a constaté, c'est qu'ils continuent de se tromper, tout simplement parce qu'ils se trompent dans les très très hauts revenus. C'est-à-dire que c'est tellement inconcevable qu'ils restent un petit peu, par modestie en quelque sorte, ils restent un peu en deçà de ce que gagnent les catégories les plus favorisées. Mais, notamment, je parle là ici des chefs d'entreprise, mais ce qu'on constate aussi, c'est que quand ils donnent leurs chiffres, ils le situent à un niveau qui correspond au revenu moyen des chefs d'entreprise. Parce que dans les chefs d'entreprise, il y a des situations très très différentes. Entre un artisan qui a 5 ou 6 salariés et puis un patron du CAC 40, il y a un monde. C'est pas le même monde, justement. C'est pas la même manière d'envisager l'avenir, c'est pas le même type de rapport au travail, c'est pas le même type de rapport à ses salariés, etc. C'est complètement différent. C'est complètement différent aussi du niveau, au niveau de la représentation du risque. Auxquelles les personnes sont exposées, et puis aussi dans la manière dont ils fixent leurs revenus, tout simplement, avec l'idée que demain ça ne sera pas tout rose et qu'il faut peut-être aussi être un peu prudent. Ce qui n'est pas le cas de certains grands patrons du CAC 40 qui tirent sur la bête de manière éhontée jusqu'à la couler parfois. Donc il y a vraiment des différences importantes dans la fixation, dans le repérage des revenus des personnes les plus favorisées, généralement par exemple les chefs d'entreprise, mais le revenu que donne
à titre d'hypothèse, les Français dans cette situation correspond au revenu moyen de cette catégorie-là. Donc même quand ils se trompent, vous voyez, ils ne se trompent pas beaucoup. Ils ne se trompent pas beaucoup. Eh bien, c'est sur la base de cette information qu'ils dénoncent les inégalités comme étant trop importantes. Donc ce qu'on constate, c'est que l'hypothèse de la manipulation, elle n'est pas satisfaisante parce que d'une part, les gens, on ne les trompe pas. On peut leur faire croire quelque chose sur un temps assez bref, mais finalement ça ne dure pas tant que ça. Et puis surtout, c'est manquer de respect, je pense, aux citoyens, que de les considérer comme des enfants qu'on peut manipuler durablement. On n'est pas des crétins. D'accord ? Il y a un politique qui nous dit quelque chose, on sait l'entendre, et on sait aussi faire la part des choses entre ce qu'il est capable de faire, ce qu'il va pouvoir faire, et comment il va pouvoir le faire, et ce qu'il va vraiment faire. Donc il y a vraiment, je crois, nécessité d'en finir avec cette hypothèse, sans pour autant exclure la possibilité que parfois nous ayons des choses à objectiver de manière plus satisfaisante que nous le faisons aujourd'hui. Et donc, si je rejette ces 4 hypothèses, je me retrouve bien embêté parce qu'il faut que j'en invente une autre, d'une certaine manière. Et c'est le but en tous les cas, l'horizon du travail qui a été le mien, et qui, à mon sens, me conduit à une hypothèse que confirme et corrobore d'une certaine façon l'évolution récente de la situation politique en France. Cette hypothèse, c'était l'hypothèse, en quelque sorte, d'une faiblesse de la volonté, qu'on peut observer dans d'autres secteurs de la vie sociale, par exemple sur les questions environnementales. On sait qu'il y a du réchauffement, on sait qu'il y a des choses très graves, mais par exemple, on aimerait bien prendre notre voiture. D'ailleurs, je l'ai prise ce matin. C'est le jour où les Parisiens peuvent conduire. Donc, pardon pour ça, mais l'idée, c'est quand même qu'on n'adopte pas nécessairement tous les comportements qu'on devrait adopter pour essayer de faire en sorte que les choses aillent mieux. Et donc, il y a une hypothèse qui correspond en gros à ce qu'on appelle en philosophie depuis très longtemps la faiblesse de la volonté, c'est-à-dire qu'on voit assez bien ce qu'il faudrait faire, on voit assez bien comment on pourrait le faire, mais la volonté de le faire n'est pas au rendez-vous. Et donc j'ai voulu, en gros, interroger cette faiblesse de la volonté. Pourquoi sommes-nous faibles à ce niveau-là? Pourquoi faisons-nous pas le pas qui nous mettrait en position de régler le problème qui nous préoccupe de manière sincère, je crois, à ce point? Et à sincère pour nous, sincère aussi par rapport aux inquiétudes que ça traduit aussi pour les générations à venir. D'accord, si on a des enfants ou des petits-enfants, on peut être tenté de se dire que si on ne le fait pas pour nous, au moins on devrait essayer de le faire pour eux. Et c'est là que je crois qu'on a affaire à une évolution politique tout à fait importante, au sens où, à mon sens, si on ne le fait pas, c'est pas forcément parce qu'on est méchant, d'accord, c'est pas une hypothèse d'immoralité que je suis en train de faire, c'est pas en effet de la volonté parce qu'on est hypocrite ou parce qu'on est faible ou parce qu'on a autre chose à faire. Je pense qu'on ne fait pas en un sens tout simplement parce qu'aujourd'hui l'évolution du système est telle qu'on aurait le sentiment de s'exposer à un risque excessif en prenant les décisions, en modifiant notre situation, en mettant en place des solutions qui pourraient résoudre le problème qui nous préoccupe. Je vais expliquer ça de manière un peu plus claire parce que là, on est quand même samedi matin, c'est pas facile. L'idée, c'est qu'on sait par exemple que pour essayer de sécuriser les trajectoires sociales, pour essayer d'améliorer la situation des plus défavorisés, il faudrait être en capacité de renforcer certains aspects de la protection sociale. Et dans la protection sociale, les aspects qui sont les plus universels, les aspects qui sont les plus impartiaux. Or, ce qu'on observe aujourd'hui de manière vraiment très nette, depuis en gros une dizaine d'années, une quinzaine d'années, c'est que dans un contexte de crise marqué, économique, très fort, et dans un contexte où la défiance à l'égard du politique est de plus en plus aiguë, on a le sentiment que la seule chose qui nous reste à faire, c'est de prendre en charge à titre personnel les leviers qui vont nous permettre de sécuriser notre situation et la situation de ceux qui nous sont immédiatement les plus chers. Donc on a une transformation aujourd'hui qui intervient dans le système de la solidarité publique qui est tout à fait nette. Les Français qui sont une population très attachée à l'État, droite et gauche confondues, c'est-à-dire dans des proportions différentes, mais si on compare par exemple les républicains français aux républicains américains, il n'y a pas photo, c'est-à-dire que c'est des dangereux étatistes pour les Américains. Quelqu'un comme
comme Nicolas Sarkozy, c'est un étatiste intégral par rapport à Trump. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont quand même... Il y a une tradition de l'État fort centralisateur en France qui est tout à fait importante et tout à fait remarquable. Et les Français sont très attachés à l'État-providence, très attachés. Ils le sont bien sûr plus suivant leur sensibilité politique, mais globalement, il y a quand même un attachement très fort à cette idée de l'État-providence qui est une histoire ancienne pour nous déjà. Elle commence à se mettre en place au début du XXe siècle. Progressivement, elle s'organise, elle s'étoffe, elle se développe. Eh bien, cet attachement extrêmement fort, aujourd'hui, est en train de vaciller de manière nette. C'est-à-dire qu'on a des enquêtes d'opinion qui nous montrent que les Français sont de plus en plus, alors ça ne veut pas dire qu'ils le sont majoritairement, mais ils sont de plus en plus nombreux, par exemple, à penser qu'on en fait trop pour les pauvres. Les Français sont de plus en plus nombreux à penser qu'il faudrait privilégier les règles de réciprocité plutôt que les logiques impartiales et universelles. C'est-à-dire, en gros, on maintient les dispositifs sociaux qui sont tout simplement liés au fait qu'on est dans une logique assurantielle. Les gens ont contribué et ils récupèrent. Ça, cet aspect-là est peu contesté. Mais par exemple, l'idée qu'on puisse aider quelqu'un qui n'a pas contribué est de plus en plus mal acceptée, alors qu'elle l'était tout à fait bien, dans un premier temps. Donc, on est de plus en plus nombreux à penser, par exemple, que le RSA, c'est largement suffisant. Il ne faudrait pas l'augmenter. On est de plus en plus nombreux à penser que la conditionnalité est tout à fait nécessaire, que les aides doivent être conditionnées. Et c'est dans ce contexte-là de repli, finalement, non pas à l'égard du système de protection sociale, mais à l'égard des dimensions les plus généreuses du système de protection sociale, qu'on est en capacité de dire, je crois, en tout cas c'est l'hypothèse que je fais, qu'on est en train de retravailler l'économie interne de notre solidarité publique. Et on est en train de privilégier, finalement, une forme plus élective, plus individualisée, plus personnalisée, par opposition à une forme impersonnelle, impartiale, universelle de solidarité. Et en gros, ça relève, à mon sens, de ce constat que je fais, c'est que les individus ont le sentiment que dans un contexte où le système va vers le pire, et que le politique n'est pas un partenaire fiable pour la reconstitution de la solidarité, pour la prise en charge de nos besoins, eh bien, la seule solution, c'est de prendre en charge soi-même ces aspects-là de la solidarité. En gros, je sens que mes enfants, par exemple, je vous donne un exemple, je sens que mes enfants ont des besoins de plus en plus importants sur des durées de plus en plus longues. En gros, il faut que je puisse les aider à rentrer dans le marché du travail, que je puisse leur donner le temps de faire un certain nombre de stages non rémunérés, que je puisse leur payer des voyages qui vont leur permettre de se former dans des langues qui sont une condition importante désormais dans certains secteurs d'activité. Je sens tout ça. Ça nécessite des moyens économiques importants, culturels importants, et donc je fais plus, et de plus en plus, dans une dynamique aussi qui s'inscrit dans ce que Marie Guillaume a appelé l'inflation scolaire, c'est-à-dire qu'on arme nos enfants de manière de plus en plus dense pour qu'ils soient en capacité de faire face à des situations de concurrence dont on sait qu'elles sont de plus en plus aiguës. Mais pour faire face à tout cela, j'ai besoin de récupérer des moyens. J'ai besoin de dire, ma solidarité, je veux choisir qui va en bénéficier. Et donc je recompose la partie privative de la solidarité au détriment de la partie collective, publique. Et c'est tout simplement lié à une logique d'individualisation qui est finalement rampante et constante. Et quand je disais que ça correspond et c'est corroboré par l'évolution politique récente, c'est que notre actuel président de la République est complètement dans ce schéma. C'est celui qui vous dit « je vais faire en sorte que vous puissiez vous occuper de vous-même, chacun d'entre vous ». D'accord ? Et c'est pas qu'on ne sait pas que c'est ce qu'il nous propose. On le sait. Mais on sait aussi que personne ne nous a proposé d'autre, un schéma autre, alternatif, qui soit convaincant. Et donc, dans la mesure où on ne croit pas à la possibilité d'un avenir partagé et d'un progrès commun, eh bien, on se rabat sur une possibilité qui nous est offerte par celui qui nous dit « je vais vous donner les moyens de prendre en charge votre destinée à titre personnel ».
Donc c'est quelqu'un qui cultive le sens de la responsabilité personnelle, on l'a vu un certain nombre de fois, et qui écarte presque d'un revers de main tout ce qui relève de la responsabilité partagée. Il y a quelque chose d'intensément individuel dans son schéma de pensée. Et je pense que le fait que son destin politique soit assez extraordinaire, il faut le reconnaître, n'est pas pour le faire changer d'avis. Il est sans doute de ceux qui pensent que si on veut, on peut. Parce que la vie ne lui a pas donné tort, à titre personnel. Il a voulu des choses assez étonnantes, il les a eues. Donc je pense que psychologiquement, il n'est pas armé pour imaginer que les choses puissent être différentes pour la majorité des gens. Et pour lui aussi. C'est-à-dire que bien sûr, il peut être tenté de penser qu'il a voulu à titre personnel et qu'il a obtenu à titre personnel, mais c'est tout simplement parce que, comme beaucoup d'individus, il a tendance à négliger tout ce qu'il y avait de social dans la part de responsabilité personnelle qu'il a été en capacité d'assumer. Ça me fait penser à une fable de La Fontaine, vous connaissez peut-être. C'est cet armurier qui a un bateau qu'il arme et qu'il va pouvoir utiliser pour faire des transactions économiques importantes. Et il va traverser la mer plusieurs fois et ça marche. Il n'essuie pas de... Pardon ? L'armateur ? Oui, l'armateur. Oui, ah pardon, l'armateur. Bon, sans doute qu'il était un peu armurier aussi à l'époque, mais l'armateur. Donc il traverse un certain nombre de fois des océans, des mers, ça se passe plutôt bien, il n'essuie pas de grains, il ne rencontre pas de pirates mal intentionnés, il arrive à vendre sa marchandise, il revient dans les temps, etc. Et donc ça marche bien. Et cet individu qui n'était pas particulièrement, qui était armateur quand même, il devait être armurier, mais qui n'était pas particulièrement riche, s'enrichit dans des proportions assez étonnantes, nous dit La Fontaine, et rencontre un individu qui lui dit, et qui connaissait, qui lui dit, mais comment t'as fait pour t'enrichir à ce point et si vite? Tu mets un grand train là désormais. Et l'autre lui dit, bah écoute, c'est mon mérite. Mon mérite, voilà, j'ai bossé, j'ai fait des choses, je travaillais plus et j'ai gagné plus. Et puis la vie continue, et cet armateur continue son même petit manège, ses mêmes allées-venues, etc. Simplement, il essuie des tempêtes effroyables, il perd plusieurs cargaisons, on lui confisque, il rencontre des pirates, c'est pas ça, c'est mal, il rentre chez lui, il vit un petit peu plus misérablement, et son même ami lui dit, mais dis donc, qu'est-ce qui t'est arrivé? Diable, c'est pitoyable ce que tu me montres là. Et l'autre lui dit, bah ouais, t'as eu de chance. Donc voilà, quand il nous arrive quelque chose, c'est un mécanisme psychologique assez bien connu, quand il nous arrive quelque chose de très positif, pour la plupart des gens, bah, c'est notre mérite, c'est notre talent, c'est notre responsabilité, c'est notre audace. Quand il nous arrive quelque chose d'un peu négatif, bon, bah, le dessin est quand même impitoyable. Hein. Cette société est vraiment cruelle, c'est vraiment très dur, hein, les structures. Et je pense que Macron oublie les structures. Il est dans la position de l'armateur, pas amateur, l'armateur un petit peu chanceux. Et donc, il faudrait trouver les moyens de lui expliquer que c'est pas comme ça pour tout le monde. Donc il est en même temps extrêmement classique dans les sociétés, contrairement à ce qu'il peut penser. Il est peut-être pas classique dans la manière d'assumer ses choix, mais il est complètement classique dans le type de solution qu'il propose. C'est-à-dire que ce type d'option, qui consiste à dire que la solution repose sur la responsabilité individuelle et personnelle, c'est quelque chose qui existe depuis très très longtemps, hein, depuis le XVIIIe, XIXe siècle. Simplement, il l'exacerbe et il le remet en place, alors que c'est quelque chose qui a été tenté dans les années 70, 80, 90, avec les résultats que nous connaissons aujourd'hui. D'accord ? Ça correspond, en gros, politiquement, ça correspond à ce qu'on a appelé le Third Way, ça correspond aux politiques de Tony Blair. C'est-à-dire l'idée qu'on fait un peu de compassion, mais surtout, on joue la carte de la responsabilité personnelle. Donc c'est intéressant en soi, c'est pas une option idiote, c'est une option qui est cohérente. Simplement, à mon sens, elle ne correspond pas du tout à la réalité des situations sociales, elle ne correspond pas du tout à ce qu'est la coopération dans une société comme la nôtre, et surtout, elle exagère la part personnelle que prend l'individu à la composition de son destin. Il y a eu un économiste important qui s'appelle Herbert Simon, qui a eu un Nobel sur ce point, qui a expliqué que la part du capital social, pas au sens de Pierre Bourdieu, le sociologue, mais au sens économique du terme, c'est-à-dire les infrastructures, que ce soit les infrastructures de déplacement, que ce soit les infrastructures économiques, que ce soit les infrastructures éducatives et autres, elles sont extrêmement importantes pour constituer la richesse d'un pays. Et lui, il s'interrogeait, cet économiste, sur les écarts qu'il pouvait observer entre les pays. Et pourquoi les gens ne sont pas si différents dans certains pays d'Afrique et certains pays européens, ça reste des êtres humains, on est d'accord. Comment se fait-il qu'il y a un tel écart de richesse?
qu'il y a des choses qui peuvent s'expliquer par la colonisation et par les systèmes politiques, etc. Certes. Mais qu'est-ce qui fait la différence vraiment? Et il dit c'est les infrastructures. C'est les infrastructures. Il y a des pays qui ont des infrastructures extrêmement denses, extrêmement supportives, c'est un anglophone, pardon, qui soutiennent l'activité des individus et qui ne la laissent pas. Il y a d'autres pays qui ont des infrastructures extrêmement poreuses, pas très convaincantes, pas très développées, et donc les individus, ils sont obligés d'en remettre beaucoup dans la machine pour pouvoir essayer d'avancer à titre personnel. Donc leur activité est très personnelle. Imaginez quelqu'un dans la jungle, voilà, il faut qu'il réussisse, quoi. Il ne peut pas compter sur beaucoup de monde autour. Donc nous, on est encadré, soutenu par un réseau d'infrastructures tellement puissant qu'il peut même devenir un peu opaque, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le voir. Et il a essayé de quantifier cette part que prend le capital social dans la richesse d'un pays. Et dit, en gros, en étant prudent, c'est de l'ordre de 90%. C'est-à-dire que par rapport à l'écart qu'il peut y avoir entre ce que nous mettons à titre personnel, individuel, dans la production d'un acte, de tourner vers la production plutôt, et ce que la société mêle d'elle-même dans notre acte personnel. Par exemple, quand un médecin fait le geste de prescrire tel médicament, fait le geste d'identifier, le fait de porter un diagnostic, il y a quelque chose qui relève de lui, son talent de praticien, l'expérience qu'il a acquise, etc. Mais la part du social dans cet acte-là, si on en croit cet économiste, elle est de 90%. C'est-à-dire que la richesse que cet individu produit par son acte, elle est de l'ordre de 10%. On pourrait taxer son revenu à 90% si on voulait être tout à fait réglo. C'est-à-dire si la société voulait récupérer sa mise dans la richesse qui a été produite, elle pourrait, sans que ce soit immoral, sans que ce soit spoliateur, d'une certaine façon, reprendre 90%. L'économiste dit tout de suite, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire pour des raisons psychologiques. C'est-à-dire que si on devait imposer un taux d'imposition de cet ordre-là, les individus se désengageraient de la production. Mais il dit, le problème n'est pas donc la fixation du seuil à partir duquel il est légitime de taxer les individus, placer le seuil de taxation, ce n'est pas une question morale, alors que bien souvent les individus pensent c'est injuste d'être tant taxé. Ce n'est pas une question morale, c'est une question psychologique. À quel moment les individus décrochent? Et on sait que ça se situe à 55, 56%, etc. Et on pourrait se situer à ce niveau-là sans que ça pose aucun problème. Et c'est ce dont on a besoin pour pouvoir maintenir les infrastructures dont vont pouvoir bénéficier les générations futures et dont nous bénéficions nous aujourd'hui. Donc à mon sens, aujourd'hui, on a une sorte de dérive vers une forme privative de solidarité qui peut prendre plusieurs formes. C'est la solidarité familiale, mais c'est aussi la solidarité nationale, avec un discours de plus en plus dur sur des minorités extra-nation. Donc il y a quelque chose qui peut expliquer, si vous voulez, l'évolution présente. Elle permet à la fois d'expliquer la montée de partis xénophobes et l'émergence d'orientations hyper individualistes, familialistes en un sens, comme celle que peut représenter par exemple le président Macron. C'est la même logique, simplement le seuil de solidarité n'est pas le même. Dans un cas, c'est finalement l'individu qui est renvoyé à sa responsabilité, dans l'autre cas, on met la nation devant et le peuple et le peuple et le peuple. D'accord? Il faut aider ceux qui nous ressemblent. D'accord? C'est ça l'emprise finalement qui est la nôtre aujourd'hui. Alors il y a d'autres aspects qu'il faudrait aborder, mais peut-être que la discussion... Voilà. Merci beaucoup. Merci pour vos interventions, pour votre intervention, mais vous insistez le fait que vers le privatif, on dérive vers l'individualisme et tout ça. Vous faites référence, vous avez fait référence, on comprend un peu pourquoi, à Macron bien sûr, mais pour moi, ces dérives-là, elles datent de Sarkozy. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, complètement. Mais même au-delà, ce que je disais, c'est que c'est bien antérieur. C'est-à-dire que je disais que ça remonte au XVIIIe siècle, l'idée que l'individu doit se prendre en charge, etc. Et on avait mis en place, à la fin du XVIIIe, même un petit peu avant d'ailleurs en Angleterre, mais des systèmes d'organisation un peu paroissiale
de la prise en charge de l'extrême pauvreté, ou en Angleterre on a essayé de mettre des workhouses en place parce qu'il fallait responsabiliser les individus. Il y avait des bons pauvres, il y avait des mauvais pauvres, et le problème c'était d'essayer d'éviter d'encourager la pauvreté et l'assistanat. C'était cette idée-là. La contrepartie du discours fort sur la responsabilité individuelle et personnelle, c'est que ceux qui ne jouent pas ce jeu-là sont considérés comme des assistés. Et donc on voit bien que la notion d'assisté, elle est ancienne, hein. Donc ça remonte bien en avant. On sait qu'il y a toujours eu des courants comme ça. Ah oui. Mais récemment, je veux dire, même sous Chirac, on n'était pas comme ça. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a eu un retour vers ces directions-là, si vous voulez, que Sarkozy a marqué vraiment un changement de. Et c'est là que je vous interroge. Oui, tout à fait. Le discours de Nicolas Sarkozy sur le travail, par exemple, était très emblématique de cette façon-là, qui passait aussi par une manière assumée d'opposer les groupes sociaux entre eux. Donc c'est complètement évident. Et d'ailleurs, l'affaiblissement de notre attachement à la protection sociale remonte aux années 2010. Je vous remercie aussi. Mais vous avez fait un peu une étude psychologique. Alors, c'est une hypothèse. Oui, c'est des hypothèses, mais c'est normal dans toutes les sociétés, ça a toujours été comme ça. On est tout à fait conscient qu'on peut dénoncer les inégalités, et qu'il y en a de plus en plus. D'ailleurs, c'est un thème politique généralisé de l'extrême droite à l'extrême gauche, hein. Et y compris Macron, il a été élu pour lutter soi-disant contre le chômage, pour lutter contre les inégalités. Mais le problème, c'est la solution. Il ne suffit pas de la dénonciation des inégalités, ça peut créer aussi un réflexe inverse. Et c'est ce qui se passe actuellement. C'est un réflexe de peur. On fait partie de la nature humaine, ça a toujours été comme ça. Donc, si vous voulez, moi je vois les jeunes, par exemple, actuellement des années maintenant, par rapport aux années 70, bon, ils sont bon, alors, c'est vrai que moi j'ai l'impression qu'ils ont l'impression que c'était beaucoup plus dur que nous on l'était, mais bien sûr, dans les années 70, on n'avait pas le problème de l'emploi, du diplôme, c'était une société ouverte, avec une possibilité d'insertion sociale, il n'y avait pas de chômage. Donc effectivement, on pouvait être dans l'utopie, dans l'universel. Maintenant, bon, c'est un peu chacun pour soi. Alors pareil, être fonctionnaire dans les années 70, c'était un peu dégradé. Maintenant, être fonctionnaire, c'est plus ou moins considéré par une partie de la population comme un privilège, parce qu'on a la garantie d'emploi. Et puis bien sûr, le premier bénéficiaire. Dans les années 30, c'était les juifs, maintenant c'est les migrants, etc. C'est-à-dire que devant, il ne suffit pas de dénoncer les inégalités, il faut aussi trouver des solutions. Sinon, la question c'est quelle solution vous avancez pour débloquer cette société, pour qu'on ne réagisse pas simplement au chacun pour soi, mais que collectivement on se prenne réellement en charge, quoi. Les solutions, c'est une question complexe. Je pourrais dire que ça prendrait très longtemps d'en parler. Donc je vais éviter de m'engager dans cette voie-là. Mais je vais quand même essayer de répondre, en tous les cas, de prendre le risque de m'engager un petit peu sur ces points-là. Dans tout ce que vous dites, et vous dites beaucoup de choses, il y a plusieurs choses. Sur le sentiment de peur, je pense que c'est important. Sur la question de savoir si ça a toujours été le cas, si toute société est comme ça, je pense que c'est plus ou moins vrai. C'est plus ou moins vrai, et pour une raison que vous avez vous-même évoquée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une augmentation du sentiment de précarité sociale. La précarité elle-même, comme phénomène objectif, est plus diffusée, c'est-à-dire qu'il y a des populations qui étaient relativement sûres de leur destin, qui le sont un petit peu moins. Et puis surtout, il y a une anxiété sociale qui est beaucoup plus grande. C'est ce que je disais tout à l'heure quand je disais que finalement, quand on pose la question de savoir comment les choses vont se passer dans les 5 ans, les Français sont très pessimistes. Ils sont 80 et quelques 83%, je vous disais, à penser en 2013 que les choses vont aller de mal en pis. Donc, bien évidemment, il y a cette inquiétude-là. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que lorsqu'on leur pose la question à titre individuel, c'est-à-dire, et vous, comment vous voyez votre situation en tant qu'individu, les Français sont très optimistes. Il y a une sorte de disjonction entre la manière dont les individus se représentent leur propre avenir
à titre personnel, et la manière dont ils se représentent l'avenir de la société à titre collectif. Et là, je pense que c'est vraiment une énigme qui explique beaucoup de choses. Tout simplement parce que les Français, ça le dit très clairement, ne pensent pas que leur destin individuel est lié à l'évolution du destin collectif, qui correspond à la situation que vous évoquiez. Alors je ne pense pas que les années 70 étaient rouges pour tout le monde, hein. Les 30 glorieuses, il y avait un peu de chômage, mais globalement quand même, il y avait l'idée voilà, que tout le monde pouvait participer au type de progrès dont la société était capable, tout simplement parce qu'elle maintenait un niveau de croissance assez fort. Après, aujourd'hui, par rapport à ce qui est différent, en revanche, c'est que, par exemple, l'augmentation de l'emploi, la réduction du chômage, ne signifie pas nécessairement réduction des inégalités. Vous avez raison jusqu'à un certain point, mais on sait, par exemple, qu'aujourd'hui, les pays avec très peu de chômage ont des taux de pauvreté extrêmement importants. Les États-Unis, l'Allemagne, aujourd'hui. Et tout simplement, ça signifie que le type d'emploi qu'on propose est complètement différent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur des micro-jobs, des mini-jobs, ou sur une cumulation de petites heures de part et d'autre, qui ont pour effet d'augmenter le sentiment de précarité, l'inquiétude, et donc l'incapacité à se construire une représentation un peu stable de ce que peut être ma vie dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans. Et ça, je crois que c'est dans ce contexte-là, si vous voyez que tout ce que vous disiez était vraiment lié, c'est dans ce contexte-là que la question du statut devient un enjeu politique assez fort, et que les fonctionnaires, par exemple, puissent faire des envieux. Alors que si on regarde la situation des fonctionnaires, sur une période assez longue, sur 30 ans par exemple, en fait, le pouvoir d'achat des fonctionnaires s'est dégradé dans des proportions étonnantes. Hein. C'est-à-dire que le gel du point d'indice, quand il y a une augmentation du niveau de vie, sur 15 ans, 20 ans, ça se traduit par une baisse d'emploi qui fait qu'il y a une déqualification, mais surtout il y a une non-reconnaissance des qualifications importantes que les gens dans le secteur public peuvent faire valoir. Donc, mais il n'empêche qu'effectivement, ils ont une sécurité du statut. Ils ont un statut qui les protège, et ça apparaît, oui, pas forcément pour longtemps en effet, mais ça apparaît comme un avantage énorme dans une société où plus personne n'est garanti de son avenir, n'est assuré de rien. Donc je pense que ça dit quelque chose de fort sur les raisons pour lesquelles les individus se disent, dans ce contexte d'insécurisation globale, le mieux que je puisse faire, c'est d'essayer d'organiser ma vie pour externaliser l'insécurité. En termes économiques, c'est-à-dire pour faire porter sur la société, sur d'autres dans la société, l'insécurité, et pour essayer de garantir au maximum ma possibilité de vivre en quelque sorte et celle de mes proches. Donc chacun essaye de sortir finalement, d'externaliser l'insécurité et de sécuriser sa position de ce moyen. Et s'il doit y avoir des rapports sociaux extrêmement tendus aujourd'hui, c'est là que ça se joue. Quand on voit par exemple que des personnes qui ont de toute façon des niveaux de revenus, des stocks options, de toutes sortes d'avantages, et des réseaux extrêmement féconds en termes de repositionnement sur le marché de l'emploi, que ces personnes-là ont en plus des parachutes dorés quand on les licencie, ça paraît tout à fait étonnant. Ces personnes-là, qu'on loue pour l'audace dont elles savent faire preuve, le risque qu'elles savent prendre, sont des personnes qui sont hyper protégées, beaucoup plus protégées. Les entrepreneurs, c'est des planqués, d'une certaine manière. Et les professions libérales qui bénéficient finalement de l'aide publique parce que leurs actes sont pris en charge par la collectivité, sont des quasi-fonctionnaires. Donc il y a des personnes qui sont très protégées dans notre société, et ce n'est pas forcément celles que l'on croit. Les assistés ne sont pas ceux que l'on pense. Si on doit mesurer en fait la part de la ressource publique qui est captée par certaines catégories de la population. Donc je suis d'accord avec l'analyse que vous faites. L'anxiété a pour effet de nous faire oublier que le progrès dont on a besoin aujourd'hui, c'est un progrès qui bénéficie à tous. Et que c'est la condition pour que précisément on puisse arrêter, bloquer cette anxiété qui nous empêche de travailler collectivement. Aujourd'hui, on est incité par cette anxiété à s'engager toujours plus loin dans les voies de la concurrence qui elle-même exacerbe la concurrence et l'anxiété. Alors que la coopération fonctionne de manière complètement différente. Là aussi, on a des études nombreuses pour le montrer. Les salariés qui travaillent, par exemple, dans les coopératives sont beaucoup plus heureux que les salariés qui travaillent dans les autres organisations, types d'organisations. Bonjour. Le président Kennedy
président américain dit ne vous posez pas la question de savoir ce que l'État peut faire pour vous. Posez-vous la question de ce que vous pouvez faire pour l'État. Ça rejoint vos propos. Mais je voudrais connaître votre opinion sur la proposition de Benoît Hamon sur le revenu universel. Certains ont pris le fou, ça coûte trop cher, c'est donner de l'argent à des gens qui ne font rien. Mais quand on voit la robotisation de la société qui va s'accélérer, il y aura de moins en moins de travail. J'ai vu un excellent reportage cette semaine sur ce sujet et ça fait peur. Et que va-t-on faire des gens qui vont rester au bord de la route? Pardonnez-moi l'expression, elle n'est pas de moi, des sans-dents et des bras cassés. Que va-t-on faire? Je pourrais connaître votre avis, s'il vous plaît. La question du revenu universel, c'est vraiment une question complexe. Si je devais la prendre par l'aspect politique, comme vous m'y invitez, c'est-à-dire la proposition de Benoît Hamon dans un contexte très singulier, je pense qu'il a commis une erreur politique majeure. L'erreur politique majeure, ça a été de présenter ce type de dispositif comme une manière de faire face à une évolution du monde du travail liée à la robotisation. À mon sens, c'était une erreur majeure, tout simplement parce que les individus n'ont pas envie qu'on leur parle de la fin du travail. Ce qui était intéressant dans la mesure, c'était de la présenter comme une manière de lutter contre la pauvreté, de lutter contre les inégalités, et surtout contre une certaine forme de complexification de l'accès à l'aide sociale, qui est tout à fait intéressante et qui est le sujet de discussions très nombreuses, d'expérimentation aussi très nombreuses, donc on sait que ce n'est pas farfelu. C'est tout à fait intéressant à beaucoup d'égards, ce dispositif-là. Après, je pense qu'il y a aussi une part de risque à mettre en place ce type de dispositif-là, surtout dans la forme très amoindrie qu'il a fini par défendre. Tout simplement parce que faire dépendre l'aide et la protection sociale d'un seul dispositif, c'est en un sens aussi s'exposer au risque de voir la situation des plus défavorisés se dégrader très rapidement si on touche à ce dispositif ou si on y arrête d'y toucher. C'est-à-dire si on arrête par exemple de le revaloriser dans le temps. Il y a un côté finalement figé qui fait que si on n'augmente pas ce revenu universel avec l'augmentation du coût de la vie, avec l'évolution, etc., ça va fragiliser beaucoup plus rapidement des personnes qui sont aujourd'hui soutenues par différents types de dispositifs. Donc il y a une dimension de complexité dans ce dispositif. À mon avis, il faut encore le tester, il faut voir ce que ça donne. Mais l'idée est intéressante, mais pas tellement pour lutter contre la fin du travail, parce que j'y crois pas du tout. Ce qui me semble plus intéressant, c'est de se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on appelle travail. Une société aujourd'hui, elle tient par l'activité productive classique qui donne lieu à rémunération et autres, mais elle donne aussi lieu à beaucoup d'actions qui sont aujourd'hui considérées comme des actions bénévoles et qui relèvent d'un travail, à mon sens. Il n'y a pas besoin d'imaginer que quelque chose doit être pénible pour être caractérisé de pas de travail, même si étymologiquement on voit la raison pour laquelle ça a été le cas dans un premier temps, même si dans un premier temps même le travail a été perçu comme une condamnation, tu n'as pas été sympa donc tu vas travailler, tu as commis un péché donc tu vas travailler, tu vas souffrir, etc. Donc le travail a des formes aujourd'hui très multiples et c'est plutôt, moi je serais plutôt pour associer la promotion d'un dispositif de ce type d'une discussion plus générale sur ce que c'est que de travailler. Il y a des personnes qui n'ont pas d'activité salariée, qui n'ont pas d'activité productive au sens étroit du terme aujourd'hui, mais qui ont une implication dans des associations, qui apportent un soutien à des personnes âgées, qui ont toute une série d'actions dans leur quotidien qui sont plus productives pour la société parce qu'elles relèvent de ces infrastructures dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elles aident un enfant à faire ses devoirs, par exemple. C'est un acte productif. C'est un investissement social. Donc moi, je serais plutôt partisan de découpler la question du revenu universel de la question de la robotisation, mais plutôt de l'associer à une vision plus large et plus généreuse de ce que c'est qu'aujourd'hui faire partie d'une société. Oui, merci. Bonjour. Alors, donc, je voudrais savoir si vous pouvez revenir sur deux notions que vous avez évoquées dans votre exposé. La première, c'est qui m'interpelle, les Français sont informés
moi, je pense que je ne suis pas si optimiste dans cette affirmation. Et en sachant que les communications, les médias déforment un petit peu la réalité des faits. Bon, il y a de Mediapart, bon, comment on s'informe, je ne sais pas. Mais et que pour moi, c'est un petit peu lié à une notion que vous avez nommée comme un privilège de faire la part des choses. Pour moi, c'est doutable. Pourquoi ça manque? Je voudrais que vous le clarifiez un petit peu, dans le sens que faire la part des choses, est-ce que c'est plus axé sur la manipulation, sur l'attitude de l'autruche de ne pas vouloir voir la réalité? Alors, d'un côté ça, mais je reviendrai aussi, effectivement, à nouveau sur la question, pour moi, les Français moyens, je dirais, nous, on n'a pas cet temps, je ne sais pas si on a perdu l'intérêt de l'analyse des sociétés. Je pose la question comme ça, plutôt. Là aussi, c'est une question difficile. Ce que je disais d'abord, c'est que les Français en savent suffisamment. Mais ça suppose de valoriser aussi d'autres manières d'accéder au savoir que la manière livresque, par exemple, ou documentaire. Ça suppose de considérer que l'expérience est une source d'information. Par exemple, le chômage, aujourd'hui, est une réalité que les Français connaissent assez bien, même quand ils n'ont jamais, à titre personnel, été au chômage eux-mêmes. Tout simplement, il se trouve que c'est fréquent, aujourd'hui, d'avoir dans sa famille des personnes qui connaissent des périodes de chômage plus ou moins longues, et parfois très longues. Et donc, il y a une connaissance de la situation du chômage, qui est désormais plus partagée. Quand on travaille dans une entreprise, quand on travaille dans une administration, on acquiert tout un ensemble de compétences tout à fait importantes. Donc je ne dis pas que c'est des compétences macro nécessairement. Par exemple, moi il y a plein de choses que j'ignore sur la manière dont fonctionnent les flux de capitaux. Mais ce que je dis, c'est qu'il y a tout un ensemble de choses que nous savons parce que nous en avons directement ou indirectement l'expérience. Maintenant, vous avez raison, si on prend l'édition des ouvrages de sciences humaines, on considère que les années 70 était une période fastueuse parce que les Français lisaient énormément. Donc peut-être qu'il y avait aussi de très bons auteurs de sciences humaines à l'époque. Claude Lévi-Strauss, Michel Foucault et d'autres. Il y avait une sorte d'animation intellectuelle fréquente et forte et stimulante qui fait que les Français lisaient effectivement beaucoup de sciences sociales. Mais je résisterai néanmoins à la tentation de dire que c'était mieux à l'époque, c'est-à-dire à l'époque il y avait de bons auteurs, à l'époque il y avait de bons lecteurs, etc. Même à l'époque, les bons lecteurs n'étaient pas légion, c'est-à-dire que ça ne correspond pas à l'échelle des problèmes qu'il nous faut résoudre. Et ce qui me paraît important, c'est que même des personnes qui lisent très peu, mais je pense qu'on lit de plus en plus, notamment par, alors peut-être pas forcément différemment, mais par la numérisation de l'information, par la circulation de l'information aujourd'hui, on lit beaucoup, on s'informe beaucoup quand même, mais même si on devait le concéder, je serais tenté de dire que si on veut régler les problèmes qui sont les nôtres, c'est pas simplement un problème d'intellectuels et de gens qui lisent, ou qui ont du temps pour lire, ou qui ont le loisir ou le goût de la lecture. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lire, hein. Je ne suis pas en train de dire ça, je dis simplement que plus on aura de gens effectivement qui lisent et qui savent et qui ont l'occasion de discuter avec d'autres personnes qui ont envie de savoir et qui discutent, c'est important, mais ça n'induit pas la nécessité de négliger que les personnes sont elles-mêmes porteurs d'une expérience et d'un savoir tout à fait important à prendre en compte. Je crois que les gens sont savants et qu'on a intérêt à lutter contre la tentation d'introduire une sorte de partage du sensible, comme dirait l'autre, entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Il y a des gens qui savent plus ou moins et qui peuvent mettre ensemble ce qu'ils savent pour essayer de progresser dans l'intelligence des problèmes. Donc je suis d'accord avec vous pour dire que tout n'est pas parfait. Je suis d'accord pour vous dire, c'était suggéré dans votre propos, pour dire que l'évolution des médias aujourd'hui, notamment le fait qu'on ait moins de médias qui fassent décisivement autorité, et peut-être pour le mieux d'ailleurs, hein, parce que quand on avait des organes de presse qui étaient presque la parole officielle, finalement on n'y était pas tant que ça, mais en tout cas le fait quand même qu'il y ait sur Internet tout un ensemble d'informations qui peuvent circuler, qui ne sont pas forcément des informations très fiables, très vérifiées, c'est problématique. Et là aussi, j'ai l'impression que les jeunes générations
sont beaucoup plus sensibles à la nécessité de se méfier de ce qui circule sur Internet. J'avais assisté à une conférence avec c'était à Sciences Po, avec un enseignant américain qui parlait de ces nouveaux grands médias, Facebook, Twitter, et le fait que Apple puisse collecter tant d'informations sur les individus et circuler tout ça. Et je voyais qu'il s'adressait à des étudiants de Sciences Po, et je voyais, alors qu'ils ne sont pas forcément, parce qu'ils sont à Sciences Po, un gage d'esprit critique, hein, je ne dis pas ça, mais en tous les cas très informés, très curieux, très désireux d'apprendre. Mais je voyais que ce qu'ils disaient ne prenait pas sur eux, tout simplement parce qu'ils avaient le sentiment de savoir tout ça. Mais bien sûr qu'on est observé, bien sûr qu'on est surveillé, on sait ce qu'on met sur Internet, on sait ce qu'on ne met pas. Et il y a de vraies compétences dans la jeunesse, dans la capacité à gérer ces instruments, qui ne sont peut-être pas nos compétences à nous. On ne sait pas se protéger aussi bien sans doute que... Alors je ne veux pas dire que c'est rose et qu'il ne faut pas se méfier, qu'il n'y a pas d'attention particulière à porter sur ces questions-là, mais en gros, j'ai l'impression que la diffusion plus large de l'information est toujours une bonne chose. Toujours une bonne chose. Après, à charge pour nous, ça ne suffit pas. On n'est pas des récipients, on vient remplir l'information. À charge pour nous de savoir en faire quelque chose, de la confronter à d'autres sources d'information, etc. Et en un sens, c'est ce qu'on fait là, par nos échanges. Oui, je voudrais poser une question qui correspond pour moi à une sorte de mystère. Vous avez confirmé le fait qu'il y a une augmentation des inégalités, une augmentation du sentiment de l'inégalité, même chez ceux qui n'en sont pas directement victimes, ce qui signifie que, sur le plan quantitatif, le nombre de gens qui sont victimes de l'inégalité a augmenté, est en augmentation. Les personnes défavorisées, les moins favorisées dans la société sont en augmentation. Et curieusement, qu'est-ce qui... Enfin, voilà, le mystère pour moi, c'est qu'est-ce qui explique que le nombre de gens victimes de l'inégalité soit étant supérieur aux autres, que ces gens-là mettent en place, finalement, par le vote, dans une société démocratique, des personnes qui vont aggraver leur situation. C'était un peu tout mon propos. C'était un peu tout mon propos, ouais. J'ai essayé de... Alors, oui, en effet. Alors, moi, j'ai pas appelé ça un mystère, j'ai plutôt appelé ça un paradoxe, ou une énigme, ou... effectivement, je trouve qu'il y a quelque chose là d'assez fascinant, même intellectuellement. Je sais bien que c'est des questions sérieuses, il ne faut pas s'en amuser, mais quelque chose d'assez fascinant, précisément, dans ce constat-là. C'est-à-dire que non seulement nous sommes de plus en plus nombreux à subir, mais nous sommes de plus en plus nombreux aussi à le critiquer. C'est-à-dire qu'on pourrait le subir et faire preuve à cet égard d'une forme d'apathie ou de fatalisme. Dire, bon ben voilà, c'est comme ça, pas de chance. Pas de chance, comme dirait l'autre. Ce que j'ai proposé comme schéma d'explication, d'hypothèse, parce que là, pour le coup, on n'a pas de données qui permettent directement de corroborer, au-delà de votre assentiment. C'est-à-dire, est-ce que vous avez le sentiment que ça a du sens, d'une certaine façon, de penser les choses comme ça? Est-ce que c'est une explication? Est-ce que c'est une explication crédible pour dénouer justement ce mystère? C'est-à-dire qu'au fond, on a un point de départ, on a un point d'arrivée, et la question est de savoir quel chemin prendre. Est-ce que le chemin que je prends me paraît un chemin tout à fait intéressant, qui implique bien sûr certaines simplifications. C'est-à-dire j'ai peut-être été plus droit qu'il m'aurait fallu, il y avait peut-être des détours à faire, il y avait peut-être plusieurs routes à prendre en même temps, etc. Mais en tous les cas, est-ce que, en dépit de ces simplifications, est-ce que c'est un chemin qui est véritablement suffisant? Il me semble que, d'une certaine façon, si je devais encapsuler cette idée-là dans une notion, je dirais une forme de concurrentialisation généralisée des rapports sociaux. Aujourd'hui, finalement, notre manière de réagir à l'évolution de la société qui tient au fait que le politique ne nous apparaît plus comme partenaire fiable, c'est l'expression que j'ai utilisée, de la coopération. Lui-même, d'ailleurs, n'est jamais dans la coopération, les politiques sont toujours dans la concurrence. Et en fait, par leur exemple et par leur action, ils encouragent finalement le développement de la concurrence entre les individus. Et on se dit que finalement, si on est dans un contexte de ce type-là, on ne peut pas jouer tout seul le jeu de la coopération.
On part du principe, c'est pour ça que j'utilisais aussi l'image de la faiblesse de la volonté, qu'on pourrait penser qu'il y a une forme d'incohérence à dénoncer les inégalités et à ne pas agir d'une manière qui les réduise. Mais simplement, ça serait une incohérence si on raisonnait à partir de ce que nous croyons. C'est-à-dire, on pense que l'inégalité c'est une mauvaise chose, on pense qu'il faudrait faire quelque chose pour le résoudre, on aspire à une société plus harmonieuse, etc. Mais on ne raisonne pas, c'était la conclusion de mon livre en fait, on ne raisonne pas à partir de ce que l'on croit. On raisonne à partir de ce que l'on croit que les autres croient. Et les autres, on pense qu'ils sont à fond dans la concurrence. Et on ne veut pas être les dindons de la farce. Je ne vais pas jouer le jeu de la coopération tout seul. Même si c'est pour des raisons qui ne sont pas strictement égoïstes. Par exemple, il y a des personnes dont l'avenir est lié à ma situation. Si moi je me plante, je les plante. Donc je ne vais pas prendre ce risque-là. Et tant que je ne suis pas convaincu que les autres jouent le jeu de la coopération avec moi, eh bien, je vais jouer le jeu de la concurrence. Et ça, c'est des mécanismes que Tocqueville a décrits de manière tout à fait intéressante. Lorsqu'il parle de l'ancien régime, la révolution, etc., ce qu'il dit, c'est qu'en fait, avec la fin, alors lui, c'était parce que les avantages à son époque étaient répartis par la naissance. On n'a pas envie de ce genre de choses précisément. Donc il dit, mais quand on enlève ça, ce qu'on fait, c'est qu'il faut trouver un moyen, un mécanisme pour remplacer la naissance. Si ce n'est pas la naissance qui décide combien vous allez gagner, quel type d'honneur vous allez pouvoir revendiquer, eh bien il faut trouver un autre moyen de répartir les avantages et les honneurs dans une société. Et là, ce qu'on a dit, au fond, ça va être le talent, ça va être le mérite personnel. Et ça encourage la concurrence. Et ce qu'il décrit, c'est une situation où la concurrence devient très générale, c'est-à-dire qu'elle concerne tout le monde, toute la société, personne n'est extérieur à ces rapports de concurrence, et ça se traduit par la volonté d'atteindre la catégorie au-dessus de soi, et de protéger ses arrières en empêchant les autres d'entrer dans la catégorie qui est la nôtre. Donc là, les gens, c'est la description qu'en donne Tocqueville, qui est effroyable, et il le dénonce, il trouve que c'est un vrai problème dans une société où tout le monde se dissocie les uns des autres, tout simplement parce que tout le monde veut entrer dans la case du dessus et empêcher ceux de la case en dessous de monter dans la case du dessus. Et donc ça crée des rapports de tension généralisés, une lutte perpétuelle de chacun avec tout le monde. Et à mon avis, on est en un sens coupé de la possibilité d'envisager les beautés de la coopération, tout simplement parce qu'on pense que tous les autres sont engagés dans une logique de concurrence. Et on ne veut pas, encore une fois, je dis, on ne veut pas être les dindons de la farce, on ne veut pas être les seuls à agir moralement, de manière cohérente. Donc, on n'agit pas à partir de ce qu'on croit, on agit à partir de l'idée qu'on se fait de ce que les autres croient. Et donc, on fonce à fond dans cette direction. Alors, je n'ai pas répondu tout à l'heure à la question qu'est-ce qu'il faudrait faire. À un niveau très général, je pense que ça jouerait à ce niveau-là. Elle allait vous être posée ici de ce côté, alors allez-y. Allez-y, formulez la question, c'est bien autre chose. Non, oui, j'avais juste à poser, parce que là, ça me donne une sorte de déterminisme négatif. Dont on ne peut pas sortir. Moi, je pense qu'on peut en sortir, tout simplement parce que la coopération, elle continue d'exister dans notre société. Et ce qu'il faut changer, c'est le discours qu'on tient sur la production. Par exemple, quand je vous disais un acte productif, c'est à 90% un acte collectif. Ben là, c'est une information qu'il faut marteler. C'est-à-dire qu'il faut insister sur l'importance de la coopération dans la société, l'importance des infrastructures qui nous permettent nous-mêmes de nous individualiser. On n'est pas des individus qui décidons de coopérer les uns avec les autres. Nous sommes individus, c'est-à-dire capables de faire des choix, d'affirmer des préférences, parce qu'on a bénéficié des structures. C'est-à-dire qu'être un individu, c'est être une forme sociale. C'est avoir été produit par des institutions. On a été produit par des institutions qui nous ont dit « soyez libres, soyez indépendants, soyez critiques à l'égard des idées reçues, etc. » On a été socialement produit en tant qu'individu. Et donc, opposer le discours qui consiste à dire « en fait, on est d'abord des individus, et c'est chacun pour soi », en fait, c'est faux. Si on regarde le mode de fonctionnement d'un point de vue anthropologique, d'un point de vue historique, d'un point de vue économique, d'un point de vue sociologique, si on regarde ce que sont des sociétés humaines, c'est absolument faux. Il n'y a pas d'individus qui naissent individus. Individu, on le devient. Et on le devient comment?
par la coopération, par des choix, parce qu'on s'appuie sur des infrastructures qui ont été financées et soutenues et animées par d'autres. Et donc, le discours faux de l'hyper-individualisme, du néolibéralisme, on nous le présente comme une forme de réalisme souvent. Il faut regarder les choses en face. L'individu est ainsi fait. La société, c'est chacun pour soi. C'est un discours. C'est une prétention à décrire le réel d'une certaine façon. Et c'est une description fausse du réel. Donc moi, ce que je propose, c'est tout simplement de, collectivement, travailler à rectifier, réviser ce discours. Lui opposer la réalité de ce qu'est un acte productif, de ce qu'est la richesse, de ce que c'est qu'un véritable progrès, ce que c'est que la domination. C'est par exemple dire, vous ne pouvez pas lutter contre la domination tout seul. Quand vous êtes une femme, par exemple, vous ne pouvez pas simplement faire cesser la domination que vous subissez en tant que femme, parce que vous, à titre individuel, vous savez tenir les gens en respect. Vous serez authentiquement libre en tant que femme quand il n'y aura plus de domination contre les femmes. Et ça, c'est quelque chose d'assez net, d'assez simple. On ne peut pas s'en tirer tout seul. Et le progrès sera véritablement partagé quand on arrêtera de se représenter la sécurité comme un bien personnel. La sécurité, c'est quelque chose qui ne peut augmenter que si elle augmente pour tout le monde. On ne peut pas faire progresser la sécurité en augmentant l'insécurité qui pèse sur les autres. Tout simplement parce que les autres ne vont pas vous laisser tranquille dans votre coin. Donc c'est une sorte d'illusion qu'il faut dénoncer, qu'il faut dissiper, tout simplement en tenant des discours, en discutant, etc. Et puis surtout en valorisant des entreprises qui sont des entreprises de coopération. Partout où il y a de la coopération assumée, affichée, construite, il faut dire, voilà, ça c'est une voie intéressante. Mais ça suppose aussi de revisiter notre rapport aux politiques, très clairement, qui est quand même un système de concurrence généralisée. C'est sans doute une des dimensions qui a pu aussi marcher dans le cas de l'élection de Macron, c'est qu'il a refusé la logique de l'alternance en disant, mais non, il y a des gens qui veulent tout simplement résoudre des problèmes. Et ça, là, il a été très très fort. Il a capté quelque chose qui correspond à une aspiration. On ne peut pas simplement dire le système est bon puisqu'il permet l'alternance des orientations au gouvernement. Quand on voit que l'alternance a fonctionné depuis en gros 88, c'est-à-dire quand Mitterrand a été réélu, ou en 81 quand il a été élu, les Français sont suffisamment intelligents pour se rendre compte que l'alternance ça marche, mais ça ne marche pas, parce que les problèmes sont encore là. Donc on voit bien que la Ve République tient bon, mais n'empêche que les problèmes sont encore là. Et Macron, il a cassé un peu cette logique en disant, ben voilà, il y a des problèmes, on va essayer de les résoudre. Là, il a été très très fin, tout simplement parce qu'il a capté quelque chose qui relève d'une aspiration des individus, c'est-à-dire valorisons la coopération plutôt que les oppositions stériles. C'est le fameux en même temps, vous savez. Oui, bonjour. 3 petites questions qui ont un rapport entre elles. La première, le revenu universel est en cours de test dans un pays du Nord par la Communauté européenne. Est-ce que l'Observatoire des inégalités va regarder un peu les conséquences en chiffres de cette expérimentation? Deuxième question, ce week-end, par exemple, il y a à Place de la République, il y a un week-end ATD Carmonde, donc allez-y tous. Je n'en fais pas partie, hein, donc c'est juste cet exemple qui me fait louer les gens qui agissent. Et ma question, c'est est-ce que justement l'augmentation des inégalités ne présente pas ce risque énorme que l'État se désengage et confie aux associations, confessionnelles ou pas d'ailleurs, l'aide sociale et la résolution des fractures sociales? Et troisième question, justement, sur le rôle de l'État. Il y a, le gouvernement actuel semble avoir promu, au moins du moins dans la campagne, une vision justement de l'État, une vision du rôle de l'État. Et 2 exemples. L'assurance chômage ne peut plus être de caractère assurantiel avec des cotisations, mais est devenue massive et donc insupportée par l'État. C'est un peu ce que je vois des volontés du gouvernement actuel. Et le deuxième exemple, c'est la retraite universelle pour tous, qui va résoudre aussi le problème des carrières chez les femmes. Et c'est aussi dans cette volonté de donner un mode de calcul universel à tous pour le calcul de la retraite, ça me semble être une vision de l'État. Donc cette question, est-ce que vous ne pensez pas que malgré tout ce quoi je suis d'accord, hein, je ne crois pas à la théorie
de ruissellement. Je pense qu'un président américain avait institutionnalisé 80% d'imposition sur les tranches supérieures de revenus, c'était Roosevelt ou je ne sais plus. Néanmoins, est-ce que dans les politiques qu'on prévoit, là, il n'y a pas quand même à reconnaître une certaine conception du rôle de l'État dans la promulgation de mesures qui soient plus universelles qu'elles ne sont aujourd'hui? De fait, vous avez raison, je vais commencer par la fin. Il y aurait les éléments. Donc là, j'ai commencé à dire quelque chose de plutôt positif sur l'optique que Macron a mis en œuvre autour de la notion de coopération. C'est en gros, essayons de repartir des problèmes humains et voyons ce qui peut apporter une idée intéressante. C'est peut-être de la mise en scène, mais en tous les cas, c'était une mise en scène intelligente qui correspondait à une autre manière de présenter l'action politique. Donc je crois qu'une part de l'intérêt qu'il a suscité était liée à ça. Le fait de vouloir financer autrement le chômage est aussi en un sens intéressant. Après, il faut voir que utiliser l'outil fiscal pour ce genre de besoins sociaux nous expose aussi aux risques qui peuvent être liés au fait de détricoter le système fiscal par ailleurs. C'est-à-dire que si on le fait dépendre d'un système fiscal qui est de moins en moins intéressant du point de vue de son rendement, tout simplement parce qu'on baisse les impôts de catégories importantes de la population, il y a un moment, la crise s'appâtante. Alors bien sûr, c'est des mesures qui sont aussi accompagnées de nouvelles transformations. Moi, je parle de CSG, de financement. Donc il faut voir comment ça modifie les situations cas par cas. Mais de fait, l'idée de se départir d'une logique de stricte réciprocité, c'est-à-dire ne pas bénéficier du chômage que les personnes qui ont directement contribué, ça ne me paraît pas inintéressant en soi, ça me paraît même très, très important. Donc aller dans cette direction-là, ça ne pose pas de problème notoire. Après, il y avait un autre aspect que vous aviez abordé sur la question de la privatisation. Sur la question de la cohérence, je pense qu'il y a une forme de cohérence. Simplement, pour moi, c'est une cohérence qui va dans le mur. Mais, on verra aussi concrètement comment les choses se passent. Mais l'idée qu'il faille redéfinir les rapports de l'État dans une perspective qui vise à davantage se fier aux puissances spontanées en fait, de la société, là c'est une idée assez ancienne. Ça revient à considérer que l'État doit avoir un autre type d'attitude, plus animateur que directeur en quelque sorte, et en tous les cas pas producteur de services, mais s'appuyant sur tout un ensemble de partenaires qui vont prendre en charge ces éléments-là. En soi, ça ne pose pas de problème. C'est-à-dire que tous les pays n'organisent pas leur protection sociale de la même manière. Et certains obtiennent sur certains points des résultats tout à fait satisfaisants. Donc moi, je n'ai pas de position, mais je trouve que ce serait plutôt de bonne politique de ne pas avoir d'a priori fort contre l'idée de reconsidérer les frontières de l'État. Mais il faut le faire aussi de manière informée, historiquement. C'est-à-dire l'idée, par exemple, vous disiez le fait de s'appuyer, et là vous le présentiez plutôt comme un risque, l'idée de s'appuyer sur les associations pour prendre en charge l'aide sociale, en fait. C'est quelque chose qui a déjà existé, on en revient. C'est ça, oui, qui existe toujours, mais qui a aussi existé au sens où c'est le lieu d'origine. C'est-à-dire que la première prise en charge de l'aide sociale, elle s'est faite sous le mode de la charité d'abord privée, puis ensuite de la charité privée organisée, et s'organiser par exemple en France et en Angleterre autour de la paroisse, autour de communautés de croyances, etc. Donc ça, on en vient là. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi on a voulu en finir avec ce système-là, et se demander si les raisons pour lesquelles on a voulu en finir avec ce système-là ne sont pas des raisons qui restent valables encore aujourd'hui. Des raisons pour lesquelles on a voulu en finir avec ce système-là, c'est qu'il n'était pas satisfaisant, il n'était pas suffisamment efficace, il posait des problèmes de paternalisme, il posait des problèmes de constance de l'aide. Or, les individus qui sont aidés ont besoin d'être assurés sur la possibilité d'être aidés demain encore, par exemple s'engager dans une formation professionnalisante. Et c'est intéressant de savoir que pendant toute la durée de cette formation, on va pouvoir recevoir un soutien d'une collectivité quelconque. Donc c'est important de pouvoir à la fois aider les gens et pouvoir sécuriser la garantie qu'ils vont continuer d'être aidés dans les projets qui sont les leurs. Donc, et c'est parce que précisément ces formes de charité confessionnelle, plus privative en fait, plus communautaire, presque tenter de dire, en tous les cas associative, posaient le problème qu'on a décidé d'aller au-delà et de passer à l'échelle de l'État, à l'échelle des collectivités publiques. Mais
encore une fois, je pense que c'est intéressant de ne pas sacraliser l'opposition du privé et du public. Il y a des choses que le public fait très bien, il y a des choses qu'il fait très mal, il y a des choses que le privé fait très bien, il y a des choses que le privé fait très mal. Et je pense qu'il faut regarder au cas par cas. Ce qui est intéressant dans la manière d'articuler aujourd'hui des forces, finalement, et de s'assurer qu'on est bien d'accord sur l'objectif. Et donc, par exemple, que des organisations non étatiques prennent en charge de l'aide sociale, en soi, ça ne me choque pas. Simplement, je ne suis pas convaincu qu'ils feront du meilleur travail. Et ce qui est intéressant, alors, si on doit s'orienter dans cette direction, c'est d'avoir des solutions cadres qui, vraiment, aillent presque dans la direction des obligations de l'État. Pas simplement d'un fonctionnement. Donc, je vous fais une réponse. Oui, bonjour. Je voudrais dire que l'année prochaine, il y a un cycle sur service public et État-providence où j'espère on pourra reprendre beaucoup d'éléments que vous avez lancés. Moi, personnellement, il y a quelque chose qui... Je suis absolument d'accord avec énormément de choses que vous avez dites. Il y a quelque chose qui me gêne, théoriquement. C'est l'absence de l'idée de contradiction. C'est-à-dire, on dirait que c'est un peu continu, ce que vous avez l'air de suggérer, entre la pensée dominante individuelle, individualiste, pardon, et on pourrait au contraire avancer en termes de coopération, et là je suis vraiment à fond d'accord sur que pensez-vous, ne pensez-vous pas qu'il puisse y avoir des contradictions là-dessous, plus que des tensions, autrement dit, des contradictions essentielles. Alors il faudrait que vous précisiez en fait le type de distinction que vous faites entre tension et contradiction. Peut-être qu'on est d'accord en fait par rapport à la signification qu'on rattache à ces deux termes. Vous voulez préciser ou... Allez-y. Ça ne me gêne absolument pas de reconnaître de renommer contradiction ce qui peut apparaître comme une tension. Je dirais que la tension est le produit de la contradiction. Et qu'aujourd'hui, en tant qu'individu, avec différentes fonctions dans une société, c'est-à-dire qu'on peut être parent, on a des amis, on a des responsabilités professionnelles, on a des responsabilités associatives, on a différents types de responsabilités d'engagement, on est consommateur, on est plein de choses dans cette société-là, et je pense que toutes ces fonctions-là ne sont pas forcément compatibles de manière harmonieuse. Et donc je pense qu'aujourd'hui, quand je parlais de cette tension ou de la contradiction entre le type d'aspirations qui sont aujourd'hui les nôtres, le type de désir, plus que même des aspirations, le type de désir qui peuvent être les nôtres, et les comportements finalement auxquels, en un sens, il faut accepter de se résoudre, je pense que ce n'est pas forcément quelque chose que nous vivons bien. Le fait de devoir dire moi je suis absolument outré par la façon dont fonctionne le système scolaire, mais il n'y a pas assez de mixité sociale, etc. Mais enfin, mon enfant, je ne vais pas le mettre dans cette école qui est vraiment trop mauvaise. C'est-à-dire que j'attends de voir l'école s'améliorer globalement, j'attends que tout le monde n'enlève pas son gamin de cette école-là pour pouvoir y mettre le mien. Mais je ne vais pas faire de l'expérimentation sur mon gamin, je ne vais pas m'engager par principe moral pour la justice sociale et manquer à mes obligations de parent. Donc je pense qu'il y a aujourd'hui pour nous une sorte de fardeau à peser qui est tout simplement lié au fait que cette société nous oblige à surmonter, à gérer les contradictions dont on aimerait bien pouvoir faire l'économie. C'est clair, j'aimerais bien pouvoir être un bon citoyen et un bon parent. Là aujourd'hui, la société nous demande parfois de faire le choix. Comme si être un bon citoyen impliquait d'être un moins bon parent. Ou comme si être un trop bon parent, il y a des gens qui pensent dans ces termes-là, ils en font trop pour leurs enfants. Eh bien, ça représentait une sorte de poids pour la société dans son ensemble. Ce qui n'est pas faux. Ce qui n'est pas faux. Quand toutes les personnes privilégiées retirent leurs enfants d'un collège, eh bien, de fait, ils n'améliorent pas simplement la situation de leurs enfants, ils dégradent la situation des autres. Et on l'assume. On l'assume parce qu'on se dit je ne suis pas sûr que les autres vont faire le même choix que moi. Donc voilà, je prends une disposition. Donc je pense qu'il y a des contradictions. Je suis d'accord avec vous de l'appeler même au sens psychologique du terme, contradiction. Oui, et moi j'évoquais peut-être davantage des contradictions au niveau de
pas de l'État, mais des modes de production, des choses comme ça, on pourrait dire. Oui. Alors, de fait, une fois qu'on a reconnu qu'il y a ces contradictions, d'une certaine façon, ça revient à minimiser l'autre aspect de la contradiction, c'est-à-dire la lutte des classes. Tout simplement parce que finalement, ça revient à dire que tout le monde est traversé par ces impératifs contradictoires et que des ouvriers peuvent être aussi embêtés par cette contradiction que les personnes privilégiées. Donc, de fait, je suis d'accord avec vous que mon approche a pour effet, même si par ailleurs j'ai quand même dit que je n'ignore pas qu'il y a des personnes très favorisées qui utilisent le système pour garantir la pérennité de leurs avantages et les avantages de leurs enfants. Donc je sais qu'il y a un vrai problème dans la répartition des moyens de production et je sais que le système de production n'est pas juste dans sa manière de fonctionner. Mais ce que je dis, c'est que ça n'implique pas non plus que tout le monde soit psychologiquement complètement d'un côté, psychologiquement complètement de l'autre. C'est plus compliqué que ça. Malheureusement, c'est plus compliqué que ça, ou heureusement, c'est plus compliqué que ça. Mais aujourd'hui, il y a des personnes qui sont très défavorisées et qui favorisent des programmes politiques qui vont fragiliser de plus fragiles qu'eux. Et ça, c'est quelque chose dont il faut pouvoir assumer la difficulté. De la même manière, on a des personnes qui sont très favorisées, qui contribuent à soutenir des politiques qui défavorisent les autres. Donc il faut essayer de faire face à... Alors je ne veux pas non plus psychologiser le problème, et je ne veux pas non plus en faire un problème qui serait que moral. D'accord ? Il y a des conflits sociaux, il y a des intérêts qui sont très constitués dans la société, et c'est quelque chose dont il faut lucidement tenir compte. Mais si j'ai raison de dire que le problème, c'est un problème de revalorisation et de meilleure perception des mérites de la coopération, alors ça suppose de desserrer effectivement le clivage que j'évoquais entre détenteurs des moyens de production et ceux qui en sont privés. On parle aujourd'hui beaucoup de la société du partage, où les gens se versent. Attendez. Oui, on parle aujourd'hui beaucoup de la société, de l'avenir peut être la société de partage. Je prête mon canapé pour que quelqu'un passe gratuitement pour visiter Paris ou quelque chose comme ça. Quelqu'un d'autre va prêter son jardin dans le sud de la France et puis on peut planter sa plante. Est-ce que c'est tous ces actes entre guillemets un peu généreuses mais vers une société de partage, est-ce que c'est une autre façon d'aborder le problème d'inégalité? On va avoir des possibilités de faire des choses qui n'étaient exclues avant pour certaines catégories. On peut parler de transport si on prend des gens en stop avec une somme modique. Ils ont du transport, disons, partagé en quelque sorte. Etc. Moi, je trouve que c'est des démarches qui sont intéressantes et je trouve que c'est important de les valoriser. Tout simplement parce que ça correspond en même temps à un des processus par lequel on en est venu à penser quelque chose comme la solidarité collective. Pas forcément la solidarité publique, c'est-à-dire qui passe par les canaux de l'État, mais la solidarité collective. Tout simplement parce que les institutions de solidarité collective sont principalement liées au fait qu'on se soit attaché à mutualiser l'accès à certaines ressources, plutôt que affirmer un rapport exclusif à ces choses-là. Ça passait notamment par le souci de démarchandiser tout un ensemble de relations, c'est-à-dire sortir de la logique strictement marchande. Donc ça m'apparaît tout à fait intéressant et important, et j'ajoute que ça s'inscrit dans un schéma plus général aussi, qui est la nécessité à laquelle on est convié finalement de revisiter aussi nos modes de consommation. C'est-à-dire que les voitures qui circulent avec un seul chauffeur, ils appellent ça l'autosolisme maintenant, c'est un problème environnemental majeur. C'est un problème pour ceux qui conduisent, pour la pollution que ça pose, mais ça pose aussi un terme d'encombrement des rues, etc. Donc il y a effectivement besoin de repenser la manière dont on a été tenté de penser que la consommation, c'était une consommation qui avait visé purement
personnelle. Alors que l'accès à un bien peut être partagé en amont, peut être partagé dans la durée, peut être partagé. Enfin, il y a différentes manières d'envisager le partage, et à mon sens, ça va plutôt dans le bon sens. Maintenant, il y a une économie de cette économie de partage qu'il faut interroger aussi. Par exemple, quand on parle d'ubérisation de l'économie, je pense que c'est un vrai problème, tout simplement parce que ça correspond à cette logique que j'ai évoquée tout à l'heure et qui dit moins de chômage, certes, mais plus de pauvreté, plus de précarité. On ne peut pas être tous des auto-entrepreneurs heureux dans cette configuration. Donc il y a la question du statut qui reste extrêmement importante. Il ne faut pas être fermé à la possibilité de revenir en arrière par rapport à certaines pratiques. Même si avec les ubérisations, ce sont des plateformes qui ont un prix de preneur. Mais c'est vrai pour couchsurfing, par exemple, ils appellent ça couchsurfing, des personnes qui mettent leur canapé. Là aussi, il y a des plateformes. Oui, c'est ça un problème. Il faut regarder jusqu'à quel point on est dans la démarchandisation. Voilà. Et le nom de votre livre Voulons-nous vraiment l'égalité? Oui, question un peu. Oui ou non? Vous avez entendu? Moi pas. Voulons-nous vraiment l'égalité? Voulons-nous vraiment l'égalité? La réponse est un peu pensée. Donc, il y a une bibliographie donc avec 2 titres dans ce livre-là, et aussi le dernier rapport de l'Observatoire des inégalités de 2017. Je voudrais remercier en votre nom Patrick Sévidan pour ces débats très riches. Et je vous donne rendez-vous pour la dernière conférence samedi prochain avec Serge Gauguin. Et c'est le regard des riches sur les pauvres. C'est assez intéressant. C'est une étude qui vient de sortir qui promet des résultats intéressants.